Les jumeaux de Phoenix. Marcus et Elena Rodriguez n'avaient que 473 $ en poche lorsqu'ils franchirent, ce mardi matin-là, la grille du dépôt d'enchères à la périphérie de Phoenix. À 28 ans, ils portaient sur leurs épaules le poids d'une jeunesse brisée par la faillite de l'entreprise de construction de leur père. Leur rêve d'université s'était effondré aussi brutalement que les murs qu'il avait autrefois érigés. Elena travaillait des doubles services au petit restaurant de la route Mcedo, versant café après café à des routiers fatigués et des ouvriers sans contrat. Marcus, lui, sillonnait les banlieues dans sa vieille Honda Civic, livrant des sacs d'épicerie pour des pourboires si maigres qu'ils couvraient à peine l'essence. Leur existence tenait de la survie méthodique, un fragile équilibre entre le besoin et la résignation. Ce matin-là, sous le soleil déjà brûlant de mars, l'air vibrait au-dessus de l'asphalte comme un mirage. L'immense terrain de la société East Valley Storage ressemblait à un cimetière oublié de tôles beige et de portes roulantes poussiéreuses. Marcus gara la Civic à côté d'un alignement de pics UPS rutilants et coupa le moteur. Le silence qui suivit fit battre son cœur un peu trop fort. Elena sortit de la voiture, serrant contre elle une enveloppe manille, tout ce qu'il possédait. 473 $ économisés au centime près. Les jumeaux se ressemblaient comme deux reflets, mêmes yeux sombres, même démarche prudente, celle de ceux qui ont appris trop tôt à craindre le moindre imprévu. Marcus portait sa seule chemise présentable, repassée avec soin la veille. Elena, les cheveux tirés en une queue de cheval nette, avait maquillé son visage avec la précision d'un rituel, comme si un peu d'ordre pouvait conjurer la fatigue. Dans le portefeuille usé de Marcus dormait encore la carte de visite de leur père, Ricardo Rodriguez Construction Quality Homes Built to Last. Un slogan ironique, témoin d'un temps où leur nom signifiait quelque chose. En 2008, quand le marché immobilier s'était effondré, Ricardo avait perdu son entreprise et, avec elle, leur maison, leurs espoirs, leur avenir. Ce souvenir hantait encore les gestes du fils, la lassitude dans le regard de la fille. Elena servait depuis des années à la cafétéria Roses Dîner. Ses pieds gonflés, ses doigts toujours imprégnés de l'odeur du bacon et du café témoignaient du prix quotidien de leur survie. Elle savait transformer un demi-kilo de viande hachée en 3 repas, faire durer un rouge à lèvres 4 mois, et sourire malgré la douleur dans ses chevilles. Marcus, de son côté, livrait des courses à des maisons qu'il ne pourrait jamais habiter. Parfois, il gagnait 50 $ de pourboire, d'autres fois, il rentrait avec moins qu'un plein d'essence. Leur mère, Carmen, vivait toujours dans la petite maison de leur enfance, dans un quartier défraîchi où les volets grinçaient et les pelouses jaunissaient. Diabétique et hypertendue, elle dépendait de médicaments coûteux qui grignotaient chaque mois une part dangereuse de leur maigre budget. Leur studio au centre-ville était si étroit qu'ils avaient appris à danser entre leurs horaires pour ne pas se heurter. Elena se levait à l'aube, Marcus rentrait souvent après minuit. Le soir, ils se retrouvaient autour d'une table bancale pour faire les comptes, calculant leurs dépenses comme des stratèges en guerre contre la misère, loyer, électricité, essence, nourriture, médicaments, imprévus. Toujours les mêmes chiffres. Toujours le même vertige. La moindre panne de voiture devenait une tragédie. La maladie, un gouffre. Ces 473 $ représentaient 3 mois d'efforts acharnés, des trajets à pied sous le soleil, des repas sans viande, des soirées sans cinéma ni glace. L'argent venait aussi d'un reste d'assurance vie de leur grand-mère, une vieille somme que Carmen avait mise de côté, pour un jour difficile. Et ce jour, ils en étaient convaincus, était arrivé. Les enchères de garde-meubles n'étaient pas un jeu. Marcus en avait entendu parler par un collègue de travail qui prétendait avoir trouvé, dans un box poussiéreux, une collection de guitares vintage valant des milliers de dollars. Était-ce vrai? Peu importait. Cette histoire leur avait offert quelque chose qu'ils n'avaient plus osé nommer, l'espoir. 3 fois déjà, ils étaient venus observer les ventes sans miser un centime. Ils avaient appris à lire les regards, les gestes, les silences des habitués, ces professionnels au visage fermé qui arrivaient avec leurs camions et leurs gants de cuir. Ils traitaient ces enchères comme des opérations financières, calculées, rationnelles. Eux, les Rodriguez, venaient avec des rêves et du désespoir, 2 choses dangereuses dans un monde où le sang-froid vaut plus que la passion. Pourtant, ce matin-là, tout semblait différent. L'air lui-même paraissait chargé d'une promesse invisible. Elena tenait l'enveloppe contre sa poitrine comme un talisman. Marcus observait la foule, des hommes en bottes, des femmes en casquette, tous guettant la moindre opportunité de profit. Puis la voix du commissaire-priseur tonna, on ouvre le box numéro 17. Le rideau de métal grinça en se soulevant. Une bouffée d'air chaud, poussiéreux, leur frappa le visage.
La lumière crue du désert révéla un chaos indescriptible, meubles brisés, cartons éventrés, vieilleries entassées. Une table amputée de 2 pieds, un fauteuil éventré, des cadres renversés. Les autres acheteurs ricanèrent et s'éloignèrent déjà. Mais Marcus sentit quelque chose, un pressentiment, une intuition folle. Il leva la main. 400 $, annonça-t-il d'une voix étranglée. Un silence surpris suivit. Personne ne surenchérit. Adjugé, cria le commissaire. Et soudain, les jumeaux possédaient le contenu d'un garage en ruine. Leur mère pleurerait quand elle l'apprendrait. Leurs amis les traiteraient de fous. Mais pour eux, c'était un pari contre la fatalité. Ils passèrent les heures suivantes à trier, soulever, examiner. Le soleil cognait sur leur nuque, la poussière leur collait à la peau. Helena, agenouillée près d'un vieux coffre, écarta les lambeaux d'un drap moisi et sentit sous ses doigts quelque chose de dur, dissimulé au fond d'une boîte métallique. Elle hésita, le cœur battant. Quel secret pouvait bien mériter d'être caché au milieu de tant de ruines? Un trésor? Une lettre? Une erreur du destin? Elle appela Marcus. Le jeune homme accourut, son ombre s'étirant sur le sol comme une promesse. Ils échangèrent un regard, mélange de peur et de curiosité. Helena souleva lentement le couvercle. L'air retint son souffle. Et c'est à cet instant précis que leur vie, sans qu'ils le sachent encore, commença à basculer. Sous le ciel impitoyable de l'Arizona, au milieu des vestiges de vies oubliées, 2 âmes fatiguées venaient de rallumer la flamme fragile de l'espérance. Rien, dans ce box poussiéreux, ne semblait valoir 400 $. Et pourtant, quelque part entre les morceaux d'un passé brisé et la poussière du présent, se cachait peut-être la clé d'un avenir qu'ils n'osaient plus imaginer. Car parfois, les miracles ne surgissent pas dans les églises ni dans les contes, mais dans un vieux garage oublié. Au fond d'un désert. Entre les mains tremblantes de 2 enfants de la faillite. Qui refusent, encore une fois, d'abandonner. Sous le soleil brûlant de l'Arizona, Helena avançait prudemment à travers le dédale poussiéreux du box de stockage, ses baskets crissant sur des éclats de quelque chose qui avait peut-être été autrefois de la céramique. L'air était lourd, saturé d'une odeur de renfermé et de moisissure, un parfum accro se mêlait la senteur d'abandon comme si l'espoir lui-même avait pourri sous la chaleur du désert. Devant elle, des piles de cartons au bord gondolés, tachés par les pluies de mousson de l'été dernier, formaient un labyrinthe de promesses incertaines. 40 mètres carrés de passé oublié, où chaque boîte semblait contenir les restes d'une autre vie. Marcus rompit le silence métallique du lieu. On commence par le plus évident, dit-il, sa voix résonnant contre les parois d'acier. On jette tout ce qui est sans valeur, ensuite on verra s'il reste quelque chose d'intéressant. Ils s'attelèrent à la tâche avec la minutie d'archéologues d'un monde perdu. Marcus traînait vers la benne les meubles brisés, tandis qu'Helena ouvrait chaque carton avec la prudence de celle qui sait que leur avenir financier dépend peut-être de ce qu'elle y découvrira. Les premiers trésors se révélèrent décevants, des vêtements anciens imprégnés d'odeur de naphtaline, des photographies jaunies montrant des inconnus souriant lors d'anniversaires oubliés, des romans de poche aux couvertures arrachées. Un carton contenait des décorations de Noël aux teintes criardes typiques des années 1980, vestiges d'une joie passée. Un autre renfermait des ustensiles de cuisine, des assiettes dépareillées, une cafetière encore intacte, quelques couverts usés mais utilisables. Helena faisait des calculs mentaux, s'ils revendaient tout cela dans un vide-grenier, ils pourraient peut-être récupérer une partie de leur mise. À mesure qu'elle triait, une inquiétude sourde grandissait en elle. Le pari de 400 $ qu'ils avaient fait lors de cette vente aux enchères improvisées risquait de n'être qu'une coûteuse leçon sur la frontière fragile entre espoir et illusion. 2 heures passèrent. Le sol était jonché de débris et de souvenirs inutiles. Pourtant, au milieu de cette poussière d'échecs, un objet retint leur attention, un petit vélo d'enfant, en bien meilleur état qu'ils ne l'avaient cru. Les pneus manquaient d'air, la chaîne grinçait, mais le cadre demeurait solide, sans trace de rouille. Marcus, pragmatique, estima qu'il pourrait en tirer 50 $ au prêteur sur gage. Une maigre consolation, mais suffisante pour raviver une étincelle d'espoir. Pourtant, Helena refusait d'abandonner. Elle possédait cette ténacité farouche des gens simples, forgée dans les années de privation et de lutte. Tant qu'il restait une boîte non ouverte, elle ne renoncerait pas. Pendant que Marcus chargeait les déchets dans leur vieux pick-up, elle poursuivait son inventaire méthodique. C'est alors qu'un détail troubla son regard. Le mur du fond semblait identique à tous les autres, de la tôle grise, uniforme, sans trace d'usure particulière. Mais en déplaçant les derniers cartons,
Elena remarqua un léger décalage entre deux panneaux métalliques, un espace si infime qu'un œil distrait ne l'aurait jamais remarqué. Intriguée, elle passa ses doigts le long de la jointure, le métal vibra sous la pression, comme s'il n'était pas fixé solidement. « Marcus !» appela-t-elle, la voix vibrante d'excitation. « Regarde ça. Ce panneau, il bouge. » Son frère s'approcha, essuya la sueur sur son front et examina la paroi. Ensemble, ils cherchèrent le point faible, palpant la surface jusqu'à sentir un léger déclic. D'un geste prudent, Marcus actionna le mécanisme. Le panneau pivota lentement vers l'intérieur, révélant un compartiment secret, étroit, d'accent grave peine 50 cm de large et 1 mètre de haut. La cache semblait avoir été conçue sur mesure, intégrée dès la construction, pas une cachette de fortune, mais une dissimulation volontaire, presque professionnelle. La lumière du téléphone d'Elena perça l'obscurité du renfoncement. Au sol, quelque chose reposait, recouvert d'une fine pellicule de poussière. C'était une petite bourse en cuir, usée mais étonnamment bien conservée. Elena tendit la main avec précaution, ses doigts se refermant sur l'objet avec la même délicatesse que si elle tenait un fragment de passé fragile. La bourse était lourde, trop lourde pour contenir des papiers. Le cuir, patiné par le temps, respirait une noblesse ancienne. Leurs regards se croisèrent, cette fois, il y avait là plus que des bibelots sans valeur. Ce qu'ils tenaient pouvait changer leur vie. Marcus inspecta le reste du compartiment, d'autres objets y reposaient, mais rien d'aussi intrigant. Tout indiquait que l'espace avait été conçu pour protéger des biens précieux. Peut-être un ancien coffre de contrebandier, ou une cache de collectionneur paranoïaque? Le mystère s'épaississait. De retour dans leur petit appartement, Elena posa la bourse sur la table basse. La lumière de l'après-midi filtrait à travers le rideau, illuminant la poussière qui dansait dans l'air. Marcus s'installa à côté d'elle, son téléphone prêt à immortaliser ce qu'ils allaient découvrir. Avec une lenteur solennelle, Elena dénoua le cordon de cuir. À l'intérieur, 12 pièces reposaient, parfaitement alignées, chacune de la taille d'un dollar d'argent, mais nettement plus lourde. Le métal avait cette lueur sourde et authentique des alliages anciens, et les reliefs gravés semblaient appartenir à un autre siècle. « Regarde ça » murmura Marcus, à voix presque inaudible, comme s'il craignait que par les trop forts fasse s'évanouir le miracle. Sur l'une des faces, des armoiries royales espagnoles finement ciselées entourées d'inscriptions en vieux castillan, sur l'autre, des symboles religieux et des chiffres si usés qu'Elena devait plisser les yeux pour les déchiffrer. L'une des dates, à peine visible, semblait indiquer 1748. Ils déposèrent chaque pièce avec soin sur la table. 12 disques d'argent marqués par les siècles, authentiques à n'en pas douter. Le poids à lui seul suffisait à convaincre que ce n'était pas de vulgaires copies modernes. Marcus ouvrit son ordinateur portable et lança une recherche fébrile, pièces d'argent coloniales espagnoles, 18 siècle, Arizona. En quelques secondes, une avalanche de résultats s'afficha, forum de collectionneurs, catalogue d'enchères, études historiques sur les routes minières espagnoles du sud-ouest américain. « Elena, regarde ça !» s'exclama-t-il en pivotant l'écran vers elle. Ces pièces ici, réales de Aocho, frappées dans les années 1740. Certaines ont été vendues à 15 000 $ pièce. Le silence s'installa, plus dense que la chaleur du désert. Leurs regards restèrent fixés sur les photos à l'écran, sur les reflets argentés qui semblaient identiques à ceux qui scintillaient à quelques centimètres d'eux. Leurs mains tremblaient légèrement. Dans ce moment suspendu, ils comprirent que leur pari désespéré, fait avec les derniers dollars d'une vie cabossée, venait peut-être de devenir le tournant de leur existence. Mais au-delà de l'argent, quelque chose de plus profond naissait entre eux, un sentiment d'accomplissement, la preuve tangible que l'espoir, aussi fragile soit-il, peut encore se cacher dans les endroits les plus improbables derrière un mur de métal, sous la poussière, dans une bourse oubliée par le temps. Et tandis que le soleil descendait sur Phoenix, projetant sur le sol de leur modeste appartement des reflets dorés, Elena ferma la main sur une des pièces, sentant sous ses doigts la froideur rassurante du métal ancien. Pour la première fois depuis des années, elle sourit sans réserve. Peut-être, pensa-t-elle, que certaines découvertes ne sont pas seulement matérielles. Peut-être que chaque secret exhumé du passé est aussi une promesse, celle d'un avenir qui recommence à briller. Elena fixa longuement l'écran, puis ses yeux glissent vers les 12 pièces alignées sur la table basse du salon. Sous la lumière de la fin d'après-midi, le métal argenté semble scintiller d'une lueur presque irréelle. Si les recherches de Marcus sont exactes, ils tiennent entre leurs mains un trésor dont la valeur dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer lorsqu'ils ont misé 400 $ sur ce box poussiéreux.
15 000 $ par pièce. Près de 200 000 en tout. Une somme capable de bouleverser leur vie, de leur offrir enfin la stabilité dont ils avaient toujours rêvé. Mais Elena a appris à se méfier des miracles. Trop souvent, l'espoir s'était effondré sous le poids des déceptions. D'une voix prudente, elle murmure. Il faut les faire authentifier. Ces pièces pourraient être des reproductions, ou de simples souvenirs pour touristes. Seul un expert pourra nous dire ce que nous avons vraiment trouvé. Pendant que Marcus continue à fouiller des sites d'histoire et de numismatique, Elena observe les pièces avec une attention presque religieuse. La gravure paraît authentique, chaque détail est ciselé avec la précision d'un orfèvre. Elle en frappe deux l'une contre l'autre, le tintement clair, pur, révèle la densité typique de l'argent véritable. Un frisson lui parcourt les bras. Tout à coup, leur petit appartement lui semble trop étroit pour contenir l'ampleur de ce qu'ils viennent peut-être de découvrir. Elle s'approche de la fenêtre, contemple les toits embrasés de Phoenix, et tente d'imaginer ce que signifierait cette fortune inattendue, la fin des dettes, un avenir enfin respirable. 12 pièces capables de garantir la sécurité de toute leur famille. Marcus interrompt ses pensées. J'ai trouvé un spécialiste en ville. Morrison Coin & Precious Metal. Il se consacre aux monnaies coloniales espagnoles. Les avis disent qu'ils sont honnêtes et méticuleux. Elena revient s'asseoir, le regard soudain attendri sur ces disques d'argent qui symbolisent autant le passé que la promesse d'un avenir neuf. Ces pièces ne représentent pas seulement de l'argent, elles sont le témoignage tangible d'une époque, d'hommes qui, 3 siècles plus tôt, les ont fait glisser de main en main dans les marchés d'une colonie encore sauvage. Avant que Phoenix ne soit une ville, avant même que ces terres ne portent un nom, quelqu'un a utilisé ces pièces pour acheter du pain, du tissu, des rêves. Soudain, un souvenir la frappe. Marcus, dit-elle brusquement. Dans le compartiment caché, il y avait autre chose. Un morceau de papier, je crois. On ne l'a pas examiné. Le visage de Marcus se fige. Il regarde l'horloge. Le centre ferme à 18 heures. On a 2 heures, pas plus. Elena range précautionneusement les pièces dans leur bourse de cuir, comme si chacune risquait de se désintégrer au moindre contact. Le temps a attendu des décennies pour révéler son secret, il peut bien patienter encore quelques heures. Mais pas leur curiosité. Le trajet vers East Valley Storage se déroule dans un silence vibrant d'électricité. Elena serre la pochette contre elle, sentant sous ses doigts la froideur du métal, tandis que Marcus conduit avec une concentration inhabituelle. Leur vieille Honda Civic, qui quelques heures plus tôt symbolisait toute leur fortune, transporte désormais quelque chose de bien plus précieux, la promesse d'un avenir impossible. Le soleil décline lorsqu'ils franchissent la grille. Le gardien leur adresse un signe distrait, il en a vu passer des rêveurs persuadés d'avoir trouvé l'affaire du siècle. Mais ce soir-là, Elena sent que quelque chose est différent. Le box 47 semble plus petit maintenant que les tas de déchets ont disparu. Au fond, la planche dissimulant le compartiment secret pend, ouverte comme une bouche prête à livrer son dernier souffle de mystère. Elena s'agenouille, allume la lampe de son téléphone et éclaire l'intérieur. Cette fois, elle remarque ce qu'ils avaient manqué, un rectangle soigneusement plié, enveloppé dans un tissu huilé. Elle le saisit avec précaution. L'objet dégage une odeur ancienne, un mélange de cire, de poussière et de sel. Marcus étend une couverture propre sur le sol de béton pour éviter d'abîmer ce qu'il s'apprête à révéler. Lentement, Elena déplie la toile protectrice. Leur souffle se suspend. Sous la lumière blafarde, apparaît un parchemin jauni par le temps, constellé de taches et de fissures. L'encre, autrefois noire, s'est transformée en un brun profond. Des traits précis dessinent des montagnes, des vallées, des cours d'eau. La main qui a tracé ces lignes savait ce qu'elle faisait, un cartographe de terrain, peut-être un explorateur espagnol. Marcus se penche, fasciné. Regarde. C'est l'Arizona. Voilà les chaînes de montagnes autour de Phoenix, et ici, le Superstition Ranch. Cette vallée, c'est la nôtre. Elena sent son cœur battre plus vite. La carte ne se contente pas de représenter le relief, elle semble raconter une histoire. Des annotations en espagnol ancien identifient certains lieux, tandis qu'une série de symboles marque une route sinueuse à travers le désert. Certaines icônes évoquent des conventions topographiques classiques, flèches indiquant le nord, échelle de distance, repères d'altitude. Mais d'autres signes sont plus mystérieux, presque ésotériques. Peut-être des marques de repérage laissées par des voyageurs qui connaissaient des secrets oubliés. Pourtant, ce qui retient surtout l'attention d'Elena,
c'est l'état du parchemin, ses bords irréguliers. Il a été arraché, découpé. Ce qu'ils tiennent n'est qu'un fragment. La destination finale du tracé manque, déchiré hors du champ. Elle murmure. C'est une carte au trésor. Ou du moins, une partie. Marcus suit du doigt la route dessinée à l'encre décolorée. Elle traverse des régions connues avant de s'interrompre brutalement, là où le papier s'effiloche. Les inscriptions mentionnent des distances, des directions, mais le langage archaïque complique la traduction. Regarde ce symbole, dit Marcus. On le retrouve à plusieurs endroits. Ça ressemble à une marque coloniale espagnole. Peut-être un repère pour ceux qui suivraient le chemin. Elena sort son téléphone, photographie la carte sous tous les angles, capturant chaque ligne avant que la lumière du jour ne disparaisse complètement. Elle sent qu'ils tiennent quelque chose de précieux, même si ce n'est pas un trésor matériel. Ce parchemin porte la mémoire d'une époque, d'hommes qui ont traversé ces déserts à la recherche d'or, de missionnaires, ou simplement d'un avenir. Sa conservation soignée prouve qu'il a compté pour quelqu'un. Peut-être un explorateur, un soldat, ou un collectionneur passionné qui, des siècles plus tard, l'a caché pour le protéger. Marcus, songeur, murmure. Même si ça ne mène à rien, cette carte a une valeur historique énorme. Les cartes espagnoles de cette région sont rarissimes. Les musées en rêveraient. Elena hoche la tête, mais son regard reste fixé sur la déchirure béante qui interrompt le tracé. Où sont les autres morceaux? Le précédent propriétaire du box les possédait-il? Ou bien dormit-il quelque part, éparpillés entre les mains d'inconnus qui ignorent leur importance? La chaleur du soir s'intensifie. Le silence du hangar se remplit du murmure lointain des voitures sur l'autoroute. Entre eux, le parchemin repose comme une promesse. Elena caresse du bout des doigts la surface craquelée du document. Ce qu'ils ont découvert dépasse l'argent. C'est un pont entre les siècles, une porte entr'ouverte sur un secret que le désert garde depuis trop longtemps. Marcus la regarde, et dans ses yeux se reflète la même pensée, leur vie vient de basculer. Peut-être pas encore par la richesse, mais par le mystère. Car parfois, la véritable fortune ne se mesure pas en dollars, mais dans la fièvre de la découverte, dans la lumière que le passé jette sur ceux qui osent encore chercher. Et tandis que la nuit s'abat sur Phoenix, les jumeaux Rodriguez comprennent qu'ils viennent de réveiller une histoire endormie depuis 300 ans et qu'elle n'a pas encore livré son dernier secret. L'après-midi s'étirait lentement sur le parking poussiéreux du centre de stockage, quand Elena remit avec soin le morceau de carte dans le tissu qui le protégeait. Ses doigts tremblaient encore d'excitation. 2 découvertes en une seule journée, 12 pièces coloniales espagnoles en argent, et maintenant un fragment de carte portant une date à demi effacée, 1751. Cette coïncidence ne pouvait être fortuite. Si la datation était exacte, les 2 artefacts appartenaient à la même époque, peut-être même au même événement historique. Leurs $400 risqués lors de cette vente aux enchères semblaient soudain ouvrir une porte sur 3 siècles de mystère. Le fil du passé. Quelques jours plus tard, ils se retrouvèrent plongés dans l'atmosphère feutrée de la bibliothèque publique de Phoenix. Là, au 2e étage, dans un recoin que peu de visiteurs fréquentaient, la collection de microfilms vrombissait doucement comme un SM mécanique. Des rangées de machines aux écrans bleuâtres projetaient les ombres de documents anciens. Elena, concentrée, ajustait la mise au point de son lecteur tandis que Marcus, penché sur le vieux catalogue à fiches, peinait à naviguer dans un système que la plupart des employés modernes ne savaient plus expliquer. Depuis 3 après-midi consécutifs, les jumeaux fouillaient sans relâche les archives de l'Arizona coloniale espagnole, animés par la conviction que leur avenir dépendait désormais de ce qu'ils découvriraient dans ces bobines de celluloïd. Les rapports d'expédition, relevés miniers, registres ecclésiastiques et cartes territoriales défilaient devant eux, témoignant d'une époque où l'Espagne étendait son emprise sur les déserts du sud-ouest. Les voies du XVIIIe siècle. Elena tomba sur un document de 1750 signé du père Francisco Garcés, un missionnaire franciscain ayant parcouru l'Arizona à la même période que celle indiquée sur leur fragment de carte. Le texte, rédigé dans un espagnol ancien et formel, mettait à l'épreuve ses modestes souvenirs linguistiques du lycée. Mais, au fil des pages, elle apprenait à reconnaître les tournures coloniales, les mots d'autorité et les formules pieuses. « Marcus, écoute ça », murmura-t-elle en baissant la voix par respect pour le silence des lieux. Le père Garcés mentionne un convoi d'argent disparu entre les mines d'Argo et la mission de Tucson. Marcus leva les yeux d'un autre rouleau de microfilm, un rapport topographique daté de 1751. « Combien d'argent » demanda-t-il. « 40 000 pesos », répondit Elena. Transformés en lingots,
cela ferait une fortune, même à l'époque. Marcus siffla entre ses dents. 40 000 pesos de 1750, l'équivalent de plusieurs millions de dollars aujourd'hui. Et si ces barres d'argent existaient encore, quelque part sous le sable aride, elles pourraient changer leur vie. L'Arizona d'autrefois. Les archives révélaient un monde radicalement différent du désert moderne qu'ils connaissaient. À cette époque, d'immenses exploitations minières tiraient du sol argent et cuivre. Des caravanes de mules transportaient les métaux raffinés vers le nord, jusqu'aux missions, avant qu'ils ne rejoignent les ports mexicains et, de là, les navires chargés pour l'Espagne. Mais cette prospérité se payait cher, la chaleur, les attaques, la solitude des routes faisaient disparaître des convois entiers, effacés du sable comme s'ils n'avaient jamais existé. En parcourant une autre bobine, Elena trouva un rapport du capitaine Juan Bautista de Anza décrivant la disparition d'une escorte militaire chargée de protéger ces convois d'argent dans les territoires apaches. Certaines descriptions de reliefs et de points d'eau semblaient correspondre aux symboles tracés sur leurs propres fragments de cartes. « Regarde ça », dit Marcus en désignant une phrase qu'il venait de traduire. De Anza explique qu'en cas d'attaque, les soldats devaient enterrer le chargement et marquer l'endroit à l'aide de symboles convenus. Ensuite, ils reviendraient avec des renforts. Elena sentit un frisson la parcourir. Si les soldats n'étaient jamais revenus, cela expliquerait pourquoi la carte et les pièces étaient restées cachées si longtemps. Le puzzle prend forme. À mesure qu'ils assemblaient les fragments d'information, un tableau cohérent émergeait, leurs cartes et leurs pièces n'étaient pas des curiosités isolées, mais les témoins d'un événement tragique, l'enterrement précipité d'un trésor colonial perdu dans le désert. Les microfilms contenaient d'autres références à des expéditions disparues, confirmant que ces pertes n'étaient pas rares. Entre les raids apaches, la sécheresse et les distances colossales, des convois entiers s'évanouissaient dans le néant. Puis Marcus découvrit un document exceptionnel, une lettre du gouverneur espagnol de Sonora adressée aux autorités ecclésiastiques de Mexico. Elle rapportait la perte d'un convoi d'argent enterré, dans des circonstances d'urgence, quelque part au nord, et mentionnait des repères géologiques reconnaissables des formations volcaniques encore visibles aujourd'hui dans les Superstition Mountains. Elena, souffla-t-il, je crois que notre carte montre l'endroit exact où ce trésor a été enfoui. Les symboles correspondent aux conventions militaires espagnoles pour les caches d'urgence. Et le relief, regarde, il coïncide parfaitement avec les routes des expéditions connues. Le cœur d'Elena battait à tout rompre. Ce qui n'était au départ qu'un pari de désespoir devenait maintenant une véritable quête archéologique. L'aigle du diable. En photographiant les pages pertinentes des archives, Elena constitua un dossier de recherche complet. Chaque cliché, chaque note renforçait la conviction que leur découverte reposait sur des faits historiques, et non sur des légendes. Puis un passage du père Garcés retint particulièrement son attention, il mentionnait une formation rocheuse singulière surnommée la Águila del Diablo, l'aigle du diable, utilisée comme repère par les expéditions espagnoles traversant la région aujourd'hui connue sous le nom de Superstition Mountains. La description du missionnaire correspondait trait pour trait à l'un des symboles les plus marqués sur leur fragment de carte. Quand la voix douce du bibliothécaire annonça la fermeture prochaine, Elena eut du mal à détacher son regard des microfilms. 3 jours de recherche avaient transformé une trouvaille accidentelle en une révélation historique, les pièces et la carte provenaient d'expéditions espagnoles bien réelles, chargées de richesses qui n'avaient jamais été retrouvées. Mais les documents expliquaient aussi pourquoi ces trésors demeuraient perdus, le désert de l'Arizona n'avait jamais eu de pitié. Ses tempêtes de sable, sa chaleur mortelle et ses montagnes labyrinthiques avaient avalé hommes et secrets, ensevelissant à jamais les itinéraires et les mémoires. Le présent revient frapper. En sortant de la bibliothèque, la lumière du crépuscule baignait Phoenix d'un orange métallique. Le monde moderne, avec son béton et ses néons, paraissait soudain bien fragile comparé à la persistance silencieuse du passé. Le lendemain, Elena et Marcus se rendirent au bureau du centre de stockage. L'air y sentait le café rassis et l'encre chaude des photocopieurs. Les murs en bois verni étaient tapissés d'avis administratifs et de règlements de sécurité jaunis par le temps. Derrière son bureau, Janet Kellerman, la gérante de 54 ans, les observa par-dessus ses lunettes. 8 années à ce poste lui avaient appris à reconnaître la différence entre les curieux inoffensifs et ceux qui cachaient quelque chose. Elena, maîtrisant mal sa nervosité, prit la parole. Nous voulions simplement savoir si vous pouviez nous dire quelque chose sur l'ancien propriétaire du box 98. Janet fronça les sourcils. Les dossiers des anciens locataires sont confidentiels, vous le savez. Elena força un sourire. Oui, bien sûr, mais nous avons trouvé des objets d'une certaine valeur historique, et nous aimerions nous assurer qu'ils n'ont pas été laissés ici par erreur. Janet croisa les bras.
Des objets historiques? Marcus intervint rapidement. Des vieilles pièces, des documents, rien de dangereux, juste intéressant. Un silence tendu suivit. Le ronronnement du ventilateur semblait soudain assourdissant. Janet finit par soupirer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le box appartenait à un certain monsieur Ruiz. Il était en retard de paiement depuis des mois. La société a mis le contenu en vente conformément au contrat. Elena sentit un mélange d'excitation et de malaise. Un nom. Un fil de plus à tirer. Ruiz. Vous savez s'il habitait encore dans l'État? Je crois qu'il avait une adresse au Nouveau-Mexique, répondit Janet en consultant un classeur. Mais ça date d'il y a plus de 5 ans. Après ça, plus aucune nouvelle. Elle referma le dossier et posa sur eux un regard perçant. Vous savez, parfois, les gens laissent derrière eux plus qu'ils ne le voudraient. Faites attention à ce que vous cherchez à réveiller. Les ombres du désert. Sur le parking, le vent chaud du soir soulevait la poussière. Marcus posa la main sur le coffre de leur voiture, réfléchissant à voix haute. S'il s'agit bien d'un site d'enfouissement colonial, ça signifie qu'il y a peut-être d'autres fragments de cartes quelque part. Peut-être que ce Ruiz en avait trouvé un avant nous. Elena acquiesça, le regard perdu vers l'horizon ocre. Elle imaginait déjà les montagnes, les roches aux formes étranges, la chaleur vibrante, et quelque part sous le sol, l'éclat de lingots d'argent scellés dans l'obscurité depuis 3 siècles. Elle pensa aux hommes du XVIIIe siècle qui avaient gravé ces symboles avec l'espoir de revenir un jour. À ceux qui n'étaient jamais rentrés. Et à eux deux, aujourd'hui, poursuivant leurs traces sans savoir si la fortune qu'ils cherchaient était réelle ou maudite. Marcus referma le coffre et lança. Demain, on partira pour les Superstition Mountains. On compara la carte avec les formations rocheuses décrites par Garcès. Elena sentit son cœur se serrer. La logique lui disait de ne pas s'emballer, que ce genre d'histoire finissait rarement bien. Mais une voix plus profonde, plus ancienne, murmurait autre chose, certains trésors ne se mesurent pas en argent, mais en vérité. Alors, tandis que le soleil disparaissait derrière les collines brûlées, les jumeaux Rodriguez comprirent que leur aventure ne faisait que commencer. Ce n'était plus une simple recherche d'or ou d'argent. C'était un dialogue silencieux avec l'histoire, une promesse entre les vivants et les morts, un serment de ne pas laisser le passé sombrer à nouveau dans l'oubli. Et dans la lumière mourante du crépuscule, la carte semblait presque vibrer sous leurs doigts, comme si, depuis 1751, elle n'avait attendu que pour révéler son secret. Elena et Marcus quittèrent le bureau du gardien sans avoir trouvé quoi que ce soit d'officiellement précieux, du moins rien qui risquât d'attirer l'attention sur la question de la propriété légale. Pourtant, quelque chose dans leur attitude trahissait une curiosité plus profonde. Nous cherchons simplement à en savoir plus sur l'histoire du box, expliqua Elena d'une voix mesurée. Nous avons trouvé de vieux papiers portant un nom, et nous avons pensé que la famille pourrait vouloir les récupérer. Vous savez, des photos, des documents personnels. La réceptionniste, Janet, hocha la tête avant de tourner son écran d'ordinateur. Ses doigts expérimentés firent défiler des années d'archives numériques. Le box 47 appartenait à un certain Harold Morrison, dit-elle enfin. Il a toujours payé à temps pendant 3 ans, puis, l'automne dernier, les versements ont cessé. Nous avons envoyé les avis habituels, mais nous n'avons plus jamais eu de nouvelles de lui ni de sa famille. Marcus se pencha, adoptant une expression de préoccupation sincère. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose, demanda-t-il. Ce serait dommage que des souvenirs familiaux soient perdus si ses proches les voulaient encore. Harold est décédé en octobre, répondit Janet, d'une voix douce, celle qu'elle avait développée au fil du temps pour annoncer ce genre de nouvelles. Une crise cardiaque. J'ai entendu dire que sa fille était passée après pour s'enquérir de ses affaires, mais elle a expliqué que la famille ne pouvait plus payer la location. C'est pour ça que le box a fini aux enchères. Elena échangea un regard rapide avec Marcus, les implications étaient claires. Morrison était mort sans révéler à sa famille l'existence des objets cachés dans l'unité. La fille venue régler la paperasse ignorait totalement que son père avait dissimulé parmi les bric-à-brac un trésor d'une valeur inestimable. Vous souvenez-vous de lui, demanda Marcus. Quel genre d'homme était-il? Le visage de Janet s'adoucit. C'était un homme gentil, discret, très ordonné. Il passait tous les quelques mois vérifier son box. Toujours ponctuel dans ses paiements. Le genre de personne qui ne laisse rien au hasard. Vous a-t-il déjà parlé de ce qu'il y entreposait?
Des documents de recherche et des affaires de famille, répondit-elle. Rien d'étonnant. Beaucoup de gens stockent des papiers qu'ils ne veulent pas garder chez eux, sans pouvoir s'en séparer non plus. Elena insista doucement. Des documents de recherche? Était-ce un scientifique? Je crois qu'il était retraité, expliqua Janet. Mais il s'intéressait à l'histoire locale, les anciennes mines, la période coloniale espagnole, ce genre de choses. Il donnait l'impression d'un homme qui rattrapait, à la retraite, le temps qu'il n'avait jamais eu pour ses passions. Tout s'éclairait, Morrison n'était pas un simple collectionneur. C'était un historien amateur, méthodique et passionné, qui avait acquis des artefacts coloniaux espagnols et pris soin de les dissimuler avec prudence. Sa mort avait emporté le secret du compartiment caché, rendant leur découverte d'autant plus mystérieuse. Janet fouilla dans un tiroir métallique et sortit un dossier manille, le contrat de location initial et les coordonnées du locataire. Sa fille s'appelle Patricia Morrison Wells. Elle habite à Scottsdale. Elle avait l'air sincèrement peinée de devoir abandonner les affaires de son père, mais elle m'a dit que la famille ne pouvait pas justifier le coût pour de simples boîtes de papier. Marcus nota les informations, sans savoir si contacter la famille les aiderait, ou les mettrait dans une situation délicate. Certes, la loi transférait la propriété du contenu aux acheteurs, mais sur le plan moral, la découverte d'un tel héritage posait d'autres questions. Que devait-on à la mémoire d'un homme qui avait voulu protéger un fragment d'histoire? Morrison travaillait-il avec quelqu'un? Un partenaire, un collègue, demanda Marcus. Non, répondit Janet. Il venait toujours seul. Un homme très indépendant. Il parlait parfois de ses excursions dans les vieux sites miniers d'Arizona, mais tout laissait penser qu'il agissait en solitaire. Quand ils quittèrent les lieux, le soleil de l'après-midi inondait le parking d'une lumière dorée. Elena resta un instant immobile, la main sur la portière. S'il était historien amateur, murmura-t-elle, il devait comprendre la valeur de ce qu'il possédait. Et pourtant, il n'a rien transmis à personne. Peut-être qu'il voulait le protéger, répondit Marcus. Ou qu'il préparait une découverte qu'il n'a jamais eu le temps de révéler. Ils roulèrent jusqu'à North Scottsdale. Là, dans un quartier où les pelouses artificielles et les cactus bien taillés remplaçaient l'herbe, se trouvait la maison de Patricia Wells, un pavillon bas, modeste, entouré d'un silence de banlieue. Devant le garage, leur vieille Honda Civic contrastait avec un rutilant Toyota Camry et les deux véhicules paraissant presque déplacés parmi les SUV luxueux du voisinage. Patricia ouvrit la porte avec une prudente bienveillance, celle des gens qui ont appris à se méfier des visites imprévues. À 43 ans, elle avait cette allure énergique de femme qui jongle entre travail, enfants et responsabilités sans fin. Son visage se détendit en écoutant les explications d'Elena. « Vous avez acheté le box de mon père? J'ai eu tellement de peine à le laisser partir, mais honnêtement, on ne pouvait plus payer pour de vieilles boîtes et des meubles cassés. » Elle les fit entrer. Le salon respirait la vie quotidienne, des sacs d'école entassés près de la porte, des devoirs éparpillés sur la table basse, des photos de famille encadrées sur la cheminée. Elle repoussa des jouets pour libérer un coin du canapé. « Nous avons trouvé des choses qui semblaient importantes pour lui, » expliqua Marcus avec précaution. « Des notes, des documents de recherche. Nous avons pensé que vous voudriez peut-être les récupérer. » Patricia eut un sourire reconnaissant, teinté d'étonnement. « C'est très aimable. Mais vous savez, les recherches de papa, c'était juste un passe-temps. Après la mort de maman, il s'est réfugié dans l'histoire de l'Arizona. Je ne comprenais pas trop cette passion, mais ça le tenait occupé. » Elena sortit son téléphone et lui montra les photos des pièces d'argent. Elle observa attentivement le visage de Patricia, l'incrédulité laissa place à la stupeur. « Ces pièces, elles semblent vraiment anciennes. Où les avez-vous trouvées? » « Elles étaient cachées dans le box, répondit Marcus. Votre père les avait soigneusement dissimulées. Nous pensons qu'il s'agit d'argent colonial espagnol. » Patricia se leva brusquement, les yeux écarquillés. Elle marcha jusqu'à une bibliothèque chargée d'ouvrages sur l'histoire locale, en sortit un carnet à la couverture de cuir usé. Il écrivait toujours là-dedans, murmura-t-elle. Après sa mort, je n'ai jamais eu le cœur de le jeter. Elle l'ouvrit. Les pages, remplies d'une écriture précise, révélaient des croquis de cartes, des notes datées, des références à des missions espagnoles disparues. Certaines pages portaient la mention « Expédition de 1751 », exactement la même date que celle gravée sur les pièces. « Regardez ça », dit Elena, son cœur battant. Il avait trouvé quelque chose. Et il voulait le comprendre,
ajouta Marcus. Peut-être même le protéger. Patricia s'assit, bouleversée. Je croyais qu'il se perdait dans ses rêveries, dit-elle d'une voix tremblante. Mais tout ce temps, il suivait une piste réelle. Le silence s'installa, dense et presque sacré. À travers la fenêtre, la lumière du soir peignait les murs d'une teinte ambrée. Patricia effleurait le cuir du journal comme si elle caressait la main de son père. Je ne sais pas ce que vous comptez faire de tout cela, dit-elle enfin. Mais si ce qu'il a trouvé a une valeur historique, alors il aurait voulu que ça serve à quelque chose. Elena et Marcus échangèrent un regard complice. Nous ne cherchons pas à vendre, répondit Elena doucement. Nous voulons comprendre. Reconstituer son travail. Peut-être même finir ce qu'il a commencé. Patricia esquissa un sourire ému. Alors vous êtes plus proche de lui que vous ne le pensez. La nuit tombait sur Scottsdale, et le vent chaud du désert faisait frissonner les palmiers. Dans ce salon ordinaire, entre les jouets d'enfants et les souvenirs d'un homme disparu, un fil invisible venait de se tendre entre trois villes, celui de la mémoire, du mystère et de la promesse. Ce soir-là, Elena garda dans son sac une photocopie du journal. Sur la dernière page, une phrase manuscrite semblait leur être adressée. Les véritables trésors ne se trouvent pas dans la terre, mais dans les histoires qu'elle nous confie. Et dans le regard qu'ils échangèrent, elle sut que leur aventure ne faisait que commencer. Elena accepta le vieux journal avec la même révérence que l'on accorde à une relique, consciente qu'elle tenait entre ses mains l'œuvre d'une vie. Les pages, jaunies par le temps, portaient la trace nette et ordonnée de l'écriture de Harold Morrison, un homme dont la rigueur confinait à l'obsession. Ces notes détaillaient des décennies de recherche sur la période coloniale espagnole en Arizona, cartes anciennes, références historiques, hypothèses sur des trésors perdus, itinéraires d'expédition à travers les déserts, et observations minutieuses des reliefs et formations rocheuses. Ton père était incroyablement méthodique, murmura Marcus en se penchant au-dessus de son épaule. Regarde, ces passages mentionnent certains des documents que nous avons trouvés à la bibliothèque. Patricia, assise sur le canapé, observait la scène. Son visage reflétait un mélange d'étonnement, de regret et d'une fierté qu'elle n'osait pas encore avouer. Je n'avais aucune idée qu'il prenait tout cela aussi au sérieux, avoua-t-elle à voix basse. Je pensais que c'était juste un passe-temps pour occuper sa retraite. Mais au fil des pages, Elena comprit que les recherches de Morrison dépassaient de loin la simple curiosité d'un érudit amateur. Son père avait croisé des sources anciennes avec des cartes topographiques modernes, noté des coordonnées GPS précises dans la région des Superstition Mountains, et élaboré de véritables théories archéologiques. Regarde cette entrée, dit-elle en montrant un passage daté de 6 mois avant sa mort. Il parle d'une découverte concluante, des artefacts authentiques confirmant l'existence d'un site qu'il appelle le repère de l'aigle du diable. Patricia lut la note, son souffle se suspendant entre incrédulité et admiration. Papa n'a jamais parlé de trouvailles réelles ? On croyait que ces expéditions dans le désert n'étaient que des randonnées. Marcus feuilleta une autre section du journal, découvrant des cartes dessinées à la main, des calculs de boussole, des relevés de terrain et des croquis précis de canyons. Les annotations indiquaient plusieurs visites successives aux mêmes endroits, chaque passage documenté avec une rigueur quasi scientifique. Ton père a trouvé le site, murmura Elena d'une voix étranglée par l'émotion. Ces notes prouvent qu'il avait localisé la cache d'argent espagnole. Le journal détaillait non seulement la localisation, mais aussi un plan complet de récupération, liste d'équipements, recherche légale sur les droits miniers et les régulations archéologiques, stratégie pour authentifier et restituer les artefacts. Morrison avait compris à la fois la valeur historique et les risques concrets d'une telle découverte. Patricia resta longtemps silencieuse, les yeux fixés sur l'écriture paternelle. Une question la hantait, pourquoi leur père avait-il gardé ce secret ? Pourquoi ne pas avoir partagé avec eux l'excitation, le danger, la grandeur de ces dernières années ? Elena et Marcus échangèrent un regard. Ils comprenaient. Les chasseurs de trésors attiraient la convoitise, parfois la violence. Morrison avait dû juger plus sage de protéger sa famille du tumulte que sa découverte aurait pu provoquer. Le danger, pourtant, les rattrapa. Un mardi matin, Elena trouva une enveloppe glissée sous la porte de leur petit studio. Elle faillit marcher dessus en quittant l'appartement pour son service matinal au Roses Dîner. L'enveloppe blanche n'avait ni timbre, ni adresse de retour, seulement leurs 2 prénoms écrits en lettres capitales. Curieuse, elle l'ouvrit. À l'intérieur, une feuille pliée portait un message composé de lettres découpées dans des magazines. Un frisson glacé la parcourut, le cliché des films policiers devenait soudain une menace bien réelle.
Cessez de chercher le trésor espagnol, ou vous disparaîtrez comme les autres. Ses doigts tremblaient. Elle lut le message une fois, puis une deuxième, puis une troisième, espérant que la répétition en amoindrirait la portée. Mais chaque mot sonnait plus sinistre que le précédent. Ce n'était pas une plaisanterie, quelqu'un savait. Quelqu'un les observait. Le soir, Marcus examina la note. Son scepticisme initial laissa place à un malaise croissant. On n'a parlé de ça à personne, à part Patricia, et elle semblait vraiment ignorante de tout, dit-il en fronçant les sourcils. Alors, comment? Elena, silencieuse, faisait cuire du riz et des haricots, le repas habituel des fins de mois difficiles. On passe nos journées à la bibliothèque, à consulter des archives sur la colonisation espagnole, répondit-elle. Peut-être que quelqu'un a remarqué ce qu'on cherchait. Marcus hocha la tête, mais la mention des vôtres qui se sont approchés trop près lui restait en travers de la gorge. Elena se souvint d'histoires lues sur des chercheurs de trésors disparus dans le désert, on parlait d'accidents, de déshydratation, de tempêtes de sable, jamais de menaces humaines. Cette fois, le contexte changeait tout. Marcus chercha sur Internet des cas récents de disparitions liées à la chasse au trésor. Les résultats le glacèrent, plusieurs passionnés de détection de métaux, aventuriers ou amateurs d'histoire, s'étaient volatilisés sans laisser de traces, leurs véhicules retrouvés près des Superstition Mountains. La dernière disparition remontait à 3 ans. Peut-être qu'on veut juste nous effrayer, suggéra Elena avec un optimisme forcé. Les chasseurs de trésors se disputent sûrement les mêmes sites. Mais ni l'un ni l'autre n'y croyaient vraiment. La précision du message trahissait une connaissance intime des faits. Quelqu'un savait qu'ils avaient trouvé le journal. Quelqu'un savait qu'ils cherchaient le même site que Morrison. Et cette personne était prête à tout pour les arrêter. Elena examina l'enveloppe sous la lumière du lampadaire. Papier ordinaire. Pas d'empreinte visible. Aucune marque distinctive. Tout avait été fait pour effacer la moindre trace. On devrait prévenir la police, proposa Marcus. Au moins, il y aurait un rapport officiel. Mais Elena hésitait. Comment expliquer leur découverte sans attirer d'autres convoitises? Leurs artefacts provenaient d'une vente légitime, certes, mais leurs recherches frôlaient des zones juridiques grises. La loi sur les trésors archéologiques était complexe, et les forces de l'ordre risquaient davantage de leur confisquer les preuves que de les protéger. Les questions s'accumulaient dans son esprit, combien d'autres connaissaient l'existence de cette cache? Qui avait eu accès au journal avant eux? Et qu'était-il arrivé à ces vôtres mentionnés dans la note? Leur petit appartement, autrefois refuge modeste, leur parut soudain vulnérable, exposé. Elena vérifia 2 fois les serrures, Marcus ferma les volets, jetant un coup d'œil vers la rue. Le silence pesait, chargé d'une tension presque palpable. Cette lettre, comprirent-ils, ne se contentait pas de les menacer, elle confirmait que leur découverte avait réveillé des intérêts dangereux, des gens prêts à user d'intimidation voire de violence pour protéger le secret du trésor espagnol. 3 jours passèrent. 3 jours d'angoisse, de sursaut au moindre bruit, de regards jetés derrière eux. L'enveloppe trônait toujours sur la table basse, spectre muet de la peur qui s'était installée entre eux. Mais abandonné? Impossible. Morrison avait passé sa vie à rassembler ses indices, à vérifier chaque hypothèse. Son travail contenait quelque chose de trop précis, trop cohérent pour être ignoré. Elena le sentait, ce trésor n'était pas une légende. Un soir, elle étala de grandes cartes topographiques sur le sol. Les reliefs dessinés sur le papier moderne répondaient point par point aux annotations manuscrites du vieil historien. Les coordonnées GPS inscrites dans son journal correspondaient exactement à des formations rocheuses répertoriées par les relevés officiels. « Regarde », dit-elle en pointant une série de chiffres tracés à l'encre bleue. Ces coordonnées mènent à un canyon, à une quinzaine de milles au nord-est d'Apache Junction. Marcus s'agenouilla à côté d'elle. « Tu veux dire que le site pourrait encore être là ?» Elle hocha lentement la tête. « Oui. Et si papa Morrison avait raison, ce canyon cache peut-être le repère de l'aigle du diable. » Un silence intense s'installa, où seul le tic-tac de l'horloge semblait marquer la frontière fragile entre prudence et folie. Leur pari de $400 lors de cette vente de stockage leur avait offert plus qu'un vieux bric-à-brac, il leur avait ouvert une porte vers un secret capable de changer leur vie ou de la leur ôter. Marcus inspira profondément. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On renonce, ou on continue? Elena contempla les cartes éparpillées, les lignes du désert dessinant des cicatrices d'or et de sable. Dans son regard brillait une lueur mêlée de peur et de détermination.
On continue, dit-elle enfin. Papa Morrison a risqué sa vie pour ça. On ne peut pas laisser son histoire s'éteindre dans la poussière. Cette nuit-là, alors que Phoenix s'endormait sous un ciel sans lune, un vent sec passa entre les immeubles, soulevant les coins des cartes étalées. Dans le halo faible d'une lampe, les jumeaux Rodriguez préparaient sans le savoir le chapitre le plus périlleux de leur existence, celui où la curiosité allait se mesurer à la peur, et où l'héritage d'un vieil homme allait devenir le fil conducteur d'un destin partagé. Les montagnes de superstition se dressaient à l'horizon, découpant le ciel d'Arizona de leurs crêtes volcaniques comme les dents d'une bête ancienne. Leurs ombres s'allongeaient sur le désert de Sonora, dont les dunes miroitantes semblaient cacher autant de secrets que de mirages. Elena tenait fermement le volant du vieux pick-up Ford qu'on leur avait prêté. Les pneus mordaient la poussière du chemin, soulevant derrière eux un nuage d'ocre et de lumière. À côté d'elle, Marcus consultait le journal de Morrison, ce carnet jauni par le temps qui était devenu leur boussole, leur promesse et peut-être leur condamnation. Depuis plusieurs jours, ils préparaient cette expédition avec une rigueur presque religieuse. Le terrain semblait praticable pour un véhicule tout-terrain sur plusieurs kilomètres avant de se transformer en un labyrinthe de ravins et de rocailles. Marcus étudiait les courbes d'altitude sur les cartes topographiques, les doigts glissant sur les tracés du vieil historien. Morrison, avec sa précision maniaque, avait noté chaque balise, chaque bifurcation, chaque ombre projetée par les falaises à une heure donnée du jour. Son itinéraire suivait d'abord des sentiers de randonnée connus avant de se perdre dans les zones sauvages, là où seule la survie et l'instinct servaient de guide. Ils avaient dépensé leurs dernières économies pour acquérir le strict nécessaire, une tente bon marché achetée dans un surplus militaire de Phoenix, quelques rations déshydratées, un réchaud fragile, des sacs de couchage trop légers pour les nuits glacées, et des bidons d'eau de 3 gallons chacun. Elena avait même utilisé sa carte de crédit pour acheter un GPS et un kit de premiers secours, malgré leurs dettes qui s'accumulaient déjà. Tout cela pour 3 jours d'exploration, 3 jours suspendus entre l'espoir et le danger. Leur plan s'inspirait directement des notes de Morrison. L'historien, plus méthodique que la plupart des chasseurs de trésors, avait consigné des listes détaillées, vêtements adaptés, moyens de communication d'urgence, procédures à suivre en cas de perte d'orientation. Il insistait sur un principe essentiel du désert, toujours prévenir quelqu'un de sa destination et de la date de retour. Mais Elena et Marcus savaient que cela était impossible. Le billet anonyme, menaçant, trouvé parmi les affaires de Morrison, les obligeait au silence. Informer leurs proches, c'était risquer d'impliquer d'autres vies dans une histoire déjà dangereuse. Alors, ils avaient rédigé des lettres, cachetées, déposées chez le gardien de leur immeuble, avec pour instruction de ne les ouvrir que s'ils ne revenaient pas d'ici 5 jours. Ce geste, à la fois lucide et désespéré, ressemblait à un testament déguisé. Elena, s'appuyant sur les notes de Morrison, calcula leurs besoins en eau. En mars, les températures de l'Arizona pouvaient sembler clémentes le matin, mais l'après-midi transformait le désert en un four mortel. 2 gallons par personne et par jour, lisait-elle à voix haute. 12 gallons minimum pour 3 jours. Plus si nous devons creuser. Marcus hocha la tête en silence. Le poids de ces bidons semblait déjà écrasant, mais l'idée d'en manquer était impensable. Les coordonnées GPS laissées par Morrison n'étaient pas de simples repères, elles retraçaient un véritable protocole scientifique, un quadrillage méthodique du territoire. Le vieil homme n'avait pas seulement cherché un trésor, il avait étudié, comparé, analysé. Ses annotations mentionnaient des affleurements rocheux, des fossiles, des traces de structures anciennes, tout un ensemble d'indices suggérant la présence espagnole dans ces montagnes plusieurs siècles auparavant. Elena photographia chaque page du journal, consciente que ce carnet valait plus que tout ce qu'il possédait. Si quelque chose leur arrivait, au moins les preuves subsisteraient. Morrison avait prévu des plans de secours, des itinéraires alternatifs, des rappels d'équipement à preuve qu'il savait les risques qu'il prenait. Il a passé 3 ans à venir ici, murmura Marcus en feuilletant les pages couvertes d'une écriture serrée. Ce n'était pas un chercheur d'or. C'était un historien. Il voulait comprendre, pas s'enrichir. Elena acquiesça. Cette distinction semblait dérisoire à leurs yeux, eux qui espéraient justement que ce trésor les délivrerait de la pauvreté. Pourtant, elle comprenait ce que Marcus voulait dire, Morrison avait agi avec respect pour le passé, pas avec avidité. Mais l'avertissement laissé dans leur appartement résonnait encore dans leur mémoire. Quelqu'un, quelque part, voulait que ce secret reste enfoui. Et ce quelqu'un était prêt à tuer pour cela. À l'aube suivante, ils prirent la route vers les montagnes. Le ciel s'embrasait d'un rouge profond, et la lumière naissante faisait scintiller les roches comme des braises.
Le pick-up cahotait sur le sol pierreux, chaque secousse faisant teinter les bouteilles et le matériel entassé à l'arrière. Après une vingtaine de minutes, l'asphalte céda la place à une piste bosselée, hérissée de cailloux et d'ornières. Marcus, installé côté passager, gardait les yeux rivés sur le journal. Prochaine étape, la cathédrale brisée, lut-il. Morrison la décrivait comme 3 piliers de pierre dressés vers le ciel, séparés par une faille entre les 2 colonnes orientales. Helena ralentit à mesure que la route tournait autour d'une colline basse. Devant eux, le paysage s'ouvrit soudain sur une vision presque surnaturelle, 3 tours de roches rouges, hautes d'une trentaine de mètres, se dressaient, majestueuses, semblables à une cathédrale gothique sculptée par le vent. Leur surface portait les cicatrices du temps, stries, crevasses, éclats polis par des siècles d'érosion. À travers l'ouverture centrale, le soleil du matin projetait un faisceau doré, transformant la scène en une chapelle naturelle où la lumière semblait prier à leur place. Ils garèrent le pick-up à proximité, descendirent et comparèrent leurs coordonnées GPS à celles du journal, correspondance parfaite. Pourtant, l'excitation laissait place à un sentiment d'isolement croissant. Depuis 1 heure, ils n'avaient plus de réseau téléphonique. Le silence du désert, immense, absolu, s'imposait autour d'eux. Seuls les cliquetis du métal refroidissant du moteur troublaient l'air brûlant. Marcus grimpa sur la marche du camion pour photographier la formation rocheuse, immortalisant leur progression, pendant qu'Helena relisait la suite des notes. Plus ils avançaient, plus les descriptions de Morrison devenaient précises, presque obsessionnelles. Chaque détail comptait, la forme d'un cactus, l'ombre portée d'une falaise, le lit asséché d'un ancien ruisseau. Le vieil homme savait qu'une erreur d'orientation ici pouvait signifier la mort. Il mentionnait un canyon latéral à environ 2000 plus loin, un passage dissimulé entre 2 falaises aux teintes violacées. Helena leva les yeux vers l'horizon. À cette distance, tout semblait identique, un océan de sable et de pierre. Pourtant, dans ce chaos minéral, Morrison avait tracé un fil invisible que seuls ceux qui croyaient vraiment pouvaient suivre. Elle se tourna vers Marcus, qui referma doucement le journal. Le vent chaud leur fouettait le visage, charriant l'odeur de poussière et de soleil. « On continue » demanda-t-elle. Il la regarda un instant, les yeux plissés par la lumière. « On a déjà tout risqué », répondit-il simplement. Alors Helena enclencha la première vitesse, et le pick-up s'ébranla de nouveau sur la piste. Devant eux, le désert s'étendait, silencieux et splendide, gardien de secrets trop anciens pour pardonner l'imprudence des vivants. Derrière eux, la cathédrale brisée se dressait encore, témoin muet d'une quête née du désespoir, nourrie par l'espoir et désormais hantée par la peur. Au loin, les superstitions Mountains les attendaient, comme une promesse et une menace à la fois. Et dans la boîte à gants, le billet anonyme reposait toujours, plié en 4. Quelques mots griffonnés, simples mais terrifiants. Certains trésors ne doivent jamais être retrouvés. Dans le désert brûlant d'Arizona, là où les montagnes superstitions se dressent comme des cicatrices géologiques taillées par le temps, Marcus et Helena approchent d'un lieu dont seuls quelques chercheurs téméraires osent murmurer le nom. Selon les notes de l'historien Harold Morrison, l'entrée du canyon qu'ils cherchent se cache partiellement derrière un énorme rocher détaché de la falaise il y a près d'un siècle. Devant eux, la terre semble avoir été retournée par des forces colossales, blocs éparpillés, veines minérales exposées, falaises abruptes, un paysage à la fois sublime et impitoyable, semblable à celui que les explorateurs espagnols du XVIIIe siècle avaient dû affronter dans leur quête de richesse et de gloire. Helena comprend pourquoi cet endroit attire les rêveurs obstinés, ceux qui voient dans le sable brûlant la promesse d'un miracle enfoui. Mais elle devine aussi pourquoi tant d'entre eux ont disparu sans laisser de traces, avalés par la solitude du désert. Leur vieux pick-up avance lentement sur ce que Morrison appelait avec optimisme une route, mais qui ressemble plutôt à un lit de rivière asséché, jonché de pierres prêtes à briser un essieu au moindre faux pas. Elle enclenche le mode 4 roues motrices et réduit la vitesse jusqu'à celle d'un marcheur prudent. Les ornières dans la poussière pourraient provenir du véhicule de Morrison, ou d'autres visiteurs aux intentions inconnues. Au bout d'1 heure, le paysage change subtilement, le canyon décrit dans le journal apparaît, exactement à l'endroit indiqué sur la carte. Son entrée est presque entièrement masquée par un rocher gigantesque, comme si la montagne elle-même voulait garder son secret. Helena gare le camion à l'ombre de la pierre monumentale. La chaleur du métal devient rapidement intenable sous le soleil du midi, et Marcus, prévoyant, déploie un plan jauni tiré du carnet de Morrison, un croquis détaillé de la gorge intérieure, avec des distances, des azimuts et des annotations tracées à la main par un homme qui connaissait chaque recoin de ce désert. D'après la carte, un point précis à environ 800 mètres du canyon renferme des marqueurs coloniaux espagnols,
que Morrison considérait comme des preuves irréfutables. Équipée de son sac à dos haut, trousse de secours, détecteur de métaux acheté à crédit, Elena inspire profondément. Le souvenir de la lettre anonyme les mettant en garde contre cette expédition ne la quitte pas, mais ici, loin de toute route, la peur s'efface peu à peu, remplacée par une vigilance concentrée. Dès qu'ils franchissent l'entrée, une fraîcheur relative les enveloppe. Les parois s'élèvent de plus de 15 mètres, resserrant le ciel en un mince ruban bleu. Le sentier serpente, dissimulant chaque tournant comme un mystère à dévoiler. Morrison avait noté que ce canyon formait un couloir naturel, parfait pour abriter un campement ou cacher des provisions à un refuge oublié des grandes expéditions minières espagnoles. Après une vingtaine de minutes de marche, Marcus s'arrête brusquement. Devant lui, un rocher porte des symboles gravés, cercles, flèches, lignes géométriques. Rien de naturel. Elena s'approche, le cœur battant. Ces signes correspondent exactement au dessin du journal. C'est la première preuve tangible, les marqueurs coloniaux existent bel et bien. Morrison avait vu juste. Elle prend des photos sous différents angles, consciente que chaque image pourrait devenir une pièce à conviction de l'histoire perdue. Les symboles, à demi effacés par le vent et le sable, semblent indiquer une direction. Comme un jeu de pistes tracé par des hommes morts depuis des siècles, les flèches les guident d'un rocher à l'autre, toujours plus loin dans le cœur du canyon. La précision du tracé de Morrison stupéfie Elena. Chaque détail mentionné dans ses notes correspond au terrain, les passages étroits où les parois se rejoignent presque, les anciennes rigoles creusées par les crues, les amas de pierre qui offrent une ombre fragile dans la chaleur grandissante. La terre craquelée montre encore les vestiges d'un ancien ruisseau. Elena en teste l'eau stagnante dans les rares flaques, ajoutant des pastilles purificatrices avant de remplir leur gourde. Dans un environnement aussi hostile, chaque goutte d'eau est une promesse de survie. Après 2 heures de progression prudente, le canyon s'ouvre soudain sur un amphithéâtre naturel, un vallon secret absent de toutes les cartes officielles. Entouré de falaises verticales, la vallée semble protégée du monde extérieur, invisible même pour les satellites. Des peupliers anciens dressent leurs troncs pâles au bord d'un filet d'eau claire, signe indéniable d'une source pérenne. Les ruines apparaissent presque immédiatement, des fondations de pierre, des murs bas, des restes d'anciennes constructions. Elena s'accroupit, caresse les pierres polies par le temps. Ces structures sont trop anciennes pour être modernes, mais trop solides pour de simples abris de fortune. Marcus feuillette les notes de Morrison, selon lui, il s'agirait d'un poste de ravitaillement espagnol, un dépôt temporaire pour les expéditions minières reliant les colonies de l'époque. Regarde ça, dit Marcus en montrant un passage souligné dans le journal. Morrison parle de preuves d'occupation d'urgence, des vivres enterrés à la hâte, des positions défensives, des signes indiquant que les occupants sont restés ici bien plus longtemps que prévu. Ces détails font écho à leurs recherches en bibliothèque, plusieurs convois espagnols ont disparu dans cette région vers 1750. Elena sent un frisson la parcourir. Et si cette vallée cachée était le lieu de leur dernier combat, là où un convoi de mineurs, encerclé par les Apaches, aurait enterré son argent et son argent métal avant de disparaître dans le sable? De nouveaux symboles gravés sur la pierre attirent leur attention. Plus complexes que les précédents, ils désignent différents points d'intérêt, un puits, un promontoire défendable, et, à la base de la falaise orientale, un signe en forme de croix surmonté d'un cercle. Morrison l'avait identifié comme un site funéraire. Ses notes deviennent fébriles à partir de cette découverte, comme si l'historien sentait que la vérité était à portée de main. Pendant 3 ans, il revint ici, creusant, explorant, notant chaque détail, convaincu d'avoir trouvé la cache du trésor perdu. Elena imagine l'homme seul dans ce désert, affrontant la chaleur, les tempêtes et la solitude pour transformer une légende en enquête scientifique. Ce n'était plus une chasse au trésor, mais une quête d'histoire. Marcus active le détecteur de métaux au pied de la falaise, là où Morrison avait signalé l'existence du site principal. Immédiatement, l'appareil émet une série de signaux puissants. À une profondeur d'environ 1 mètre, il détecte plusieurs masses métalliques de taille importante. Les données correspondent à la théorie de Morrison, des lingots d'argent, peut-être même du minerai raffiné enterré à la hâte. Mais alors qu'il s'apprête à creuser, Elena aperçoit un éclat argenté à demi enfoui dans la terre, légèrement à l'écart de la zone marquée. Elle s'agenouille, écarte doucement la poussière. Ses doigts saisissent un petit objet rond et froid, un médaillon en argent, terni mais intact. Les reliefs sont encore visibles, un Christ stylisé, une croix rayonnante, des lettres gravées en espagnol ancien. Sous la couche d'oxydation, elle déchiffre avec peine l'inscription «
Padre Francisco Garcés et Mission San Xavier del Bac 1751. Le silence tombe autour d'eux. Seul le vent murmure à travers les pierres. Elena sent un frisson la parcourir malgré la chaleur. Ce nom, elle le connaît, le père Garcés, missionnaire franciscain, explorateur et martyr, disparu quelque part dans ces terres hostiles au milieu du XVIIIe siècle. Ce médaillon prouve qu'il est passé par ici ou que ceux qui l'accompagnaient ont trouvé refuge dans cette vallée avant d'y être anéantis. Marcus s'approche, fasciné. Tu réalises ce que ça veut dire? Ce n'est plus seulement une légende. C'est une trace historique. Elena hoche la tête, incapable de parler. Le soleil décline, peignant la falaise d'une lumière dorée. L'air semble vibrer de mémoire, comme si le désert lui-même retenait son souffle. Entre leurs mains, un petit disque d'argent relie 3 siècles d'histoire, la foi, la peur, la survie, et peut-être un trésor plus grand encore que l'or, la vérité. Autour d'eux, les ombres s'allongent, s'enroulant autour des ruines comme des fantômes paisibles. Le vent charrie une odeur de pierre chaude et d'eau lointaine. Elena range le médaillon dans une pochette étanche, le cœur battant d'émotion. Morrison avait risqué sa vie pour trouver cette vallée, et à présent, ils en contemplent la preuve vivante. Mais dans un coin de son esprit, une inquiétude sourde refait surface. Si Morrison avait découvert tout cela, pourquoi n'avait-il jamais révélé son emplacement exact? Et surtout, qu'est-ce qui l'avait empêché de revenir une dernière fois? Le désert garde ses secrets avec une loyauté impitoyable. Et parfois, ceux qui les déterrent ne reviennent jamais pour les raconter. Sous la lumière mourante du jour, Elena et Marcus se regardent, conscients que leur propre histoire ne fait que commencer. La vallée des ombres d'argent. Le nom gravé sur le médaillon correspondait aux archives qu'ils avaient consultées à la bibliothèque de Phoenix. Padre Garcés. Le missionnaire qui, dans les années 1750, avait signalé la mystérieuse disparition de plusieurs convois d'argent dans cette région même. Elena sentit un frisson parcourir ses doigts lorsqu'elle comprit la portée de ce qu'elle tenait entre les mains. Ce médaillon appartenait à l'homme qui avait documenté la dernière expédition espagnole avant qu'elle ne s'efface dans les sables du désert. C'était un fragment tangible d'histoire, un lien direct entre leur présent et les événements enfouis depuis 3 siècles sous la poussière et le silence. Marcus, murmura-t-elle d'une voix chargée d'émotion, ce médaillon a appartenu au prêtre qui a raconté la disparition des convois d'argent. Nous tenons une preuve, une trace vivante de cette époque. Leur recherche prenait soudain une nouvelle dimension. Ce n'était plus une simple chasse au trésor, mais une enquête historique. Chaque grain de sable, chaque fragment de métal devenait le témoin d'hommes qui avaient vécu, combattu, prié, puis disparu dans cette contrée implacable. Le médaillon, symbole de foi et de persévérance, incarnait désormais le pont entre le passé et leur propre quête. Morrison, l'historien dont il suivait les notes, avait consacré sa vie à cette vallée. Son journal mentionnait un dépôt principal, un trésor caché au cœur même de ces montagnes, mais il mettait aussi en garde contre les dangers du terrain, éboulements, chaleur extrême, nécessité d'un matériel d'excavation lourd. Il avait prévu de revenir avec une équipe professionnelle, des autorisations légales et des moyens mécaniques, mais la mort l'avait surpris avant qu'il ne puisse achever son œuvre. Elena glissa le médaillon dans son sac à dos, comme on range une relique sacrée. Sa valeur dépassait de loin toute estimation monétaire. C'était une clé historique, une confirmation éclatante que Morrison avait vu juste, et qu'il se trouvait enfin sur le site authentique de l'activité coloniale espagnole. Mais soudain, un bruit rompit le silence paisible du canyon, le grondement de moteurs, lointain d'abord, puis de plus en plus net. Des véhicules approchaient. Elena et Marcus échangèrent un regard inquiet. Le vacarme se répercutait sur les parois rocheuses, grossissant à chaque seconde. Plusieurs moteurs, des engins puissants, capables d'affronter un terrain que même leur vieux 4x4 avait eu du mal à gravir. Sans perdre un instant, Elena attrapa le journal de Morrison et le glissa précipitamment dans son sac. Marcus éteignit le détecteur de métaux et recouvrit en hâte le trou qu'ils avaient commencé à creuser. « Ceux qui arrivent savent où venir », chuchota Elena. Ce n'est pas une coïncidence, pas après la lettre de menace reçue il y a 3 jours. Ils balayèrent du regard la vallée, cherchant un endroit où se dissimuler. Quelques vieux peupliers offraient un semblant d'ombre, mais le terrain restait trop découvert. Marcus désigna un amas de blocs rocheux près de la falaise orientale, non loin des ruines coloniales espagnoles, mais assez éloigné pour éviter d'être repérés. Ensemble, ils se faufilèrent silencieusement, effaçant leurs traces dans le sable à mesure qu'ils avançaient. Quelques minutes plus tard, 3 véhicules émergèrent de l'entrée du canyon.
2 pick UPS récents et une Jeep modifiée, équipée de pneus massifs et d'un matériel de camping professionnel. Rien à voir avec les chasseurs de trésors du dimanche. Leur organisation, leur précision, tout indiquait une mission planifiée avec soin. De la première camionnette descendit un homme d'une cinquantaine d'années, Victor Castellano. Son allure imposait le respect. Un visage buriné par le soleil, un corps robuste, des gestes précis. Tout, chez lui, respirait l'expérience et l'autorité. Il scruta la vallée avec l'attention d'un prédateur qui connaît son terrain. Derrière lui, 3 jeunes hommes s'affairaient avec méthode, leurs mouvements étaient synchronisés, disciplinés. Elena remarqua aussitôt leurs appareils, détecteurs de métaux dernier cri, instruments géologiques, outils d'excavation professionnels. Leur équipement faisait paraître le leur misérable en comparaison. Ce sont des pros, souffla Marcus. Pas des amateurs. Et ils savent exactement ce qu'ils cherchent. L'un des hommes installa un radar à pénétration de sol et balaya le terrain avec une précision méthodique. L'écran scintillait sous la lumière blanche du soleil, révélant les sous-sols que, quelques heures plus tôt, Elena et Marcus avaient explorés à tâtons. Ils ont les mêmes sources que Morrison, murmura Elena. Peut-être même ses copies. Castellano observait les ruines espagnoles avec un œil connaisseur, désignant certains éléments architecturaux à ses associés tout en consultant une série de cartes et de documents. Son assurance trahissait une préparation minutieuse. Tout semblait indiquer qu'il disposait d'informations comparables à celles du défunt historien. Mais Marcus remarqua quelque chose qui lui redonna un faible espoir. « Regarde, dit-il doucement. Ils fouillent trop large. Ils ne savent pas exactement où creuser. » En effet, le quadrillage qu'ils mettaient en place couvrait une zone bien plus vaste que celle mentionnée dans les notes de Morrison. Ils avaient la théorie, mais pas les coordonnées exactes. Morrison avait affiné ses recherches au point de situer l'entrée du dépôt principal à proximité de la falaise et, là où Elena et Marcus avaient trouvé les premiers indices. La chaleur devint accablante. L'air vibrait, épais, brûlant. Le soleil tombait à pic sur la vallée cachée, transformant les pierres en plaques brûlantes et l'air en un rideau de feu. Castellano et ses hommes établirent leur campement au centre de la plaine, déployant tentes, générateurs portables et systèmes d'éclairage pour le travail nocturne. Leur geste était sûr, rapide, ils avaient déjà fait cela des dizaines de fois. À l'abri derrière les rochers, Elena et Marcus tentaient de se faire oublier. Leurs gourdes se vidaient lentement, et chaque gorgée d'eau devenait une décision calculée. Ils observaient, silencieux, tandis que Castellano balayait le sol avec son détecteur de métaux, suivant un schéma d'une rigueur militaire. Mais à mesure qu'il le regardait progresser, Elena comprit que cet homme, malgré toute sa technologie, travaillait dans le flou. Sans le journal de Morrison, il cherchait à l'aveugle. Pour eux, c'était une maigre chance, celle de terminer avant lui. Ce qu'ils avaient découvert dépassait la simple valeur d'un trésor, c'était une pièce du puzzle historique, la preuve concrète de la présence espagnole dans ces montagnes. Castellano, lui, ne voyait qu'un gisement de métal précieux. La différence d'intention faisait toute la différence d'âme. Alors que le soleil déclinait, Elena profita du moment où leurs rivaux s'étaient réfugiés à l'ombre pour explorer une zone que Morrison avait marquée dans son carnet d'un simple mot, prudence. Sous un éboulis de pierre, dissimulé par des siècles de poussière et de végétation sèche, elle distingua une ouverture étroite, presque invisible à distance. En écartant quelques blocs, elle sentit un souffle d'air frais s'en échapper. L'entrée d'un passage. Marcus la rejoignit aussitôt. Ensemble, ils éclairèrent le vide à l'aide de leurs lampes. Des marches grossièrement taillées descendaient dans l'obscurité, façonnées par l'érosion de l'eau, puis probablement élargies par des mains humaines. L'air qui en montait portait une humidité souterraine, une senteur d'argile et de pierre froide, un contraste saisissant avec la fournaise du dehors. « C'est ici » souffla Elena. Morrison avait raison. Ils descendirent lentement, testant chaque marche, prudents devant le risque d'effondrement. La montagne, vieille et capricieuse, pouvait se refermer sur eux à tout instant. Les superstitions Mountains restaient une terre instable, tremblements de terre mineurs, chutes de blocs, fissures invisibles. Morrison l'avait noté, les Espagnols avaient choisi une caverne naturelle et l'avaient élargie, renforçant ses parois pour y entreposer leur argent, peut-être aussi pour s'y abriter lors de leurs dernières heures. À mesure qu'ils avançaient, leurs faisceaux de lumière révélaient les traces du travail humain, des murs retaillés à la hache, des sols nivelés, des niches creusées dans la roche. Les Espagnols avaient transformé la grotte en véritable fortin. Et au bout du couloir, la cavité s'élargissait brusquement en une salle presque carrée,
haute de plusieurs mètres. L'air y était plus froid, plus dense, comme chargé de siècles d'attente. Et là, contre la paroi du fond, se tenait une forme sombre, un grand coffre de bois. Elena s'avança lentement, le cœur battant, éclairant la surface du faisceau tremblant de sa lampe. C'était bien un coffre espagnol, massif, fait de planches de chêne épaisse, cerclé de fer forgé. La patine du métal révélait les années, mais l'ensemble semblait étrangement bien conservé, protégé par la stabilité du lieu. Elle posa la main sur le couvercle, comme on touche une relique sainte. Le verrou de fer portait les marques d'une rupture ancienne, tordue et rouillée. Ils l'ont forcé, murmura Marcus. Les soldats eux-mêmes, sûrement. Peut-être pendant leur fuite, ou leur dernière nuit ici. Un silence presque religieux s'installa. L'histoire entière semblait retenir son souffle avec eux. Elena ferma les yeux un instant, sentant sous ses doigts le poids du temps. Ce coffre contenait peut-être l'argent disparu, ou quelque chose de bien plus précieux, la mémoire d'un peuple, la trace d'une foi, l'écho d'un monde perdu dans le désert. Dans la vallée, au-dessus d'eux, les moteurs de Castellano rugirent de nouveau. La course pour la vérité venait à peine de commencer. Dans la lumière tremblotante de leur lampe frontale, Marcus examine attentivement la serrure tandis qu'Elena photographie le coffre sous tous les angles, documentant méthodiquement leur découverte avant d'oser l'ouvrir. Ce pourrait bien être la trouvaille archéologique la plus importante de l'histoire moderne de l'Arizona. Le mécanisme, réticent, finit par céder, preuve que Morrison, le vieil historien dont ils suivent les traces, l'avait sans doute déjà ouvert lors de ses propres recherches. Le couvercle se soulève dans un souffle d'air ancien, révélant un contenu qui dépasse tout ce que Morrison avait décrit dans son journal. À l'intérieur, des dizaines de lingots d'argent parfaitement alignés scintillent dans la lumière. Chacun porte les marques de la colonisation espagnole sceaux officiels, symboles religieux, gravures minutieuses attestant leur pureté et leur origine. Ce métal précieux représente l'aboutissement du travail de mineurs espagnols ayant arraché l'argent brut aux entrailles du désert, 3 siècles plus tôt. Mais ces lingots ne sont qu'une partie du trésor. En dépliant des paquets enveloppés dans du cuir huilé, Elena découvre d'autres objets d'une valeur inestimable, des documents administratifs coloniaux, des croix en argent, des chapelets, des effets personnels laissés par les membres d'une expédition qui n'est jamais revenue. Elle retient son souffle. Marcus, de son côté, sort un manifeste rédigé dans une calligraphie espagnole du XVIIIe siècle, énumérant avec une rigueur bureaucratique typique de l'époque, 46 lingots d'argent de 20 livres chacun, des artefacts religieux provenant de la mission San Xavier del Bac, et les effets personnels de plusieurs membres d'équipage. Elena calcule rapidement, 46 lingots de 20 livres représentent près d'1 millier de livres d'argent pur, une fortune se chiffrant aujourd'hui en millions de dollars. Mais ce n'est pas la valeur marchande qui la bouleverse, c'est la portée historique de leur découverte. Ils tiennent entre leurs mains la preuve tangible d'activités espagnoles que les historiens n'avaient jusqu'alors qu'imaginées. Morrison avait consigné dans son journal des notes détaillées sur le contenu du coffre. Il avait compris l'importance de ce qu'il avait trouvé, projetant une fouille archéologique encadrée par la loi, respectueuse du contexte historique et de la mémoire des lieux. Tout autour d'eux, les parois de la caverne portent encore la trace du passage des hommes d'autrefois, des marques d'outils dans la pierre, les restes de charpente en bois, et un passage soigneusement dissimulé qui semble pouvoir être fermé de l'intérieur, comme un refuge en cas d'attaque. L'expédition espagnole avait transformé cette grotte naturelle en bastion fortifié, un abri conçu pour résister à un siège. Elena manipule les objets religieux avec précaution. Elle reconnaît sur un calice en argent les gravures mentionnées dans les registres de l'église San Xavier. Dans un petit livre de prière relié de cuir, elle découvre des notes manuscrites dans les marges, une écriture tremblée, mais identifiable, celle du père Garcès, le missionnaire dont les récits avaient guidé leurs recherches. Pour Elena, ce n'est plus seulement une chasse au trésor, c'est une rencontre directe avec l'histoire. Soudain, un bruit sourd résonne au-dessus d'eux. Des voix, des pas. Marcus relève brusquement la tête. Ils comprennent que Castellano et son équipe ont trouvé l'entrée dissimulée et qu'ils descendent déjà dans le réseau souterrain. En quelques secondes, l'excitation laisse place à une tension glaciale. Elena et Marcus échangent un regard. Ils doivent décider, fuir avec ce qu'ils peuvent emporter ou affronter les intrus. Trop tard. Castellano apparaît dans l'ouverture, suivi de 3 hommes. Leur lampe puissante balaie la caverne, projetant des ombres mouvantes sur les lingots. En un instant, la salle sacrée où régnait la découverte devient une cage. Les frères Rodriguez sont acculés dans le fond de la grotte, séparés de la sortie par des hommes armés. Castellano s'avance, sourire aux lèvres, son ton moqueur chargé d'une menace contenue. « Eh bien,
Eh bien, voilà nos petits aventuriers amateurs. Vous avez joué dans notre bac à sable, et maintenant vous allez en payer le prix. Elena serre le journal de Morrison contre sa poitrine tandis que Marcus se place instinctivement entre elle et les intrus. Le lieu qui symbolisait l'aboutissement de leur rêve devient soudain un tombeau silencieux. L'écho de l'histoire semble se répéter, ceux qui avaient enterré l'argent étaient morts ici, et maintenant, leur découvreur pourrait bien subir le même sort. Cet endroit est un site archéologique protégé, dit Elena, la voix tremblante mais ferme. Nous avons les documents qui prouvent notre droit d'être ici. Castellano éclate de rire, un rire sec, cruel. Un site archéologique? Allons, ma belle. Regarde autour de toi. Nous sommes au milieu du désert. Personne ne viendra vous chercher si vous disparaissez. Comme ce pauvre type qui s'est trop intéressé aux trésors espagnols, tu te souviens? Elena sort alors un document soigneusement plié du journal de Morrison, un acte officiel, scellé et notarié. Morrison, visionnaire, avait acquis les droits miniers du secteur avant sa mort, s'assurant ainsi la propriété légale du terrain. Ces droits, transférés légalement au Rodriguez lors de l'achat du contenu de son box de stockage, les protègent désormais. Harold Morrison a acheté les droits miniers de cette vallée, explique Elena d'une voix posée, tendant le document vers Castellano. Quand nous avons acheté son unité, nous avons hérité de toutes ses revendications légales. Castellano fixe le papier, la mâchoire contractée. Il comprend que la jeune femme ne ment pas. Le sceau du comté et la signature du notaire sont authentiques. Sa colère se lit sur son visage, mêlée à une hésitation nouvelle. « Tu penses qu'un bout de papier va te sauver » réplique-t-il, mais sa voix a perdu de son assurance. Les accidents arrivent, surtout aux chasseurs de trésors. Le désert n'a pas de témoins. C'est alors que Marcus s'avance à son tour, sortant de son sac un petit appareil argenté. « Pas cette fois » dit-il calmement. Il active l'écran d'un communicateur satellite. Depuis le début de leur expédition, l'appareil envoie automatiquement leurs coordonnées GPS à un service de suivi toutes les 2 heures. Une trace électronique, impossible à effacer. Nos positions sont surveillées en permanence, poursuit Marcus. Si nous ne contactons pas le service selon le plan prévu, une équipe de secours viendra directement ici. Ils sauront où chercher. Un silence lourd s'installe. L'éclat métallique des lingots semble s'assombrir sous la menace. Castellano échange un regard avec ses hommes. Il comprend qu'il ne peut plus agir impunément. Entre le document légal et le signal satellite, les Rodriguez viennent de ruiner ses chances d'un vol sans trace. Il grogne quelques mots à voix basse, puis ordonne à ses compagnons de reculer. L'atmosphère change, mais la tension reste palpable. Elena garde le coffre en vue, le cœur battant. Elle sait que leur victoire est fragile, suspendue à un fil. Devant elle s'étend le témoignage d'un passé oublié et une histoire de foi, de conquête et de convoitise, gravée dans la pierre du désert. Et tandis que Castellano et ses hommes se retirent dans l'ombre du tunnel, la jeune femme pose sa main sur le coffre entrouvert. Elle murmure une prière pour ceux qui avaient caché ce trésor, et pour ceux qui, 3 siècles plus tard, en paient encore le prix. Autour d'eux, la caverne semble respirer. Le souffle du vent s'engouffre dans le passage secret, soulevant un nuage de poussière argentée. Dans cette lumière vacillante, Elena et Marcus comprennent que leur découverte n'est pas seulement celle d'un trésor, mais celle d'une mémoire. Celle d'un passé qui refuse d'être oublié, et qui, à travers eux, vient de renaître. Sous la lumière déclinante du désert, la tension devient presque palpable. Face à Elena et Marcus, les chasseurs de trésors professionnels se tiennent avec une assurance glaciale. Leur équipement dernier cri, leurs armes et leurs conditions physiques en font des adversaires redoutables. Pourtant, Elena sait que la véritable force ne réside pas seulement dans la puissance brute. Elle et Marcus ont préparé autre chose, une stratégie fondée sur l'intelligence, la ruse et la détermination désespérée de ceux qui n'ont rien à perdre. Castellano, le chef du groupe, rompt enfin le silence. Sa voix résonne contre les parois de pierre. « Voici ce qui va se passer », déclare-t-il avec une autorité tranchante. Vous allez partager toutes les informations dont vous disposez sur ce site, et nous travaillerons ensemble à la récupération du trésor. Chacun recevra une part équitable selon sa contribution. Elena le fixe, comprenant aussitôt la supercherie. Ce discours de coopération n'est qu'un leurre, un moyen de gagner du temps pendant que Castellano imagine comment se débarrasser d'eux une fois leur utilité épuisée. Pourtant, elle perçoit aussi une vérité amère, refuser de collaborer reviendrait à signer leur arrêt de mort.
Peut-être qu'en feignant d'accepter, il gagnerait les minutes nécessaires pour survivre. Calmement, elle pose sa main sur le vieux carnet de Harold Morrison. Nous possédons toute la documentation originale de ses recherches, dit-elle. 30 années d'investigations historiques l'ont conduit ici. Ces informations valent bien plus qu'un coffre plein d'argent. Marcus renchérit, la voix ferme. Et nous avons aussi des artefacts espagnols coloniaux authentifiés. Leur valeur historique dépasse de loin ce que le marché noir pourrait offrir. Les musées et les universités paieraient une fortune pour une découverte pareille. Mais cette discussion dépasse la simple répartition d'un butin. C'est une négociation pour leur vie. Les regards des hommes de Castellano trahissent l'absence totale de scrupules. Pour eux, tuer 2 témoins de plus n'est qu'un détail logistique. Elena serre dans sa main le titre de propriété minière qu'elle a trouvé parmi les papiers de Morrison, comme un talisman fragile. Elle espère que le poids de la loi pourrait encore l'emporter sur la force des armes. Profitant du tumulte, elle active discrètement le téléphone satellite d'urgence. Pendant que Castellano s'emporte contre ses associés, discutant de la meilleure façon d'éliminer les témoins sans laisser de traces, le signal traverse le vide du désert. Une connexion ténue, mais suffisante, se forme. Elena parle d'une voix claire et maîtrisée. Ici Elena Rodriguez, situation d'urgence dans les montagnes de la superstition. Nous sommes menacés par des individus armés. Nos coordonnées, 33 428 nord, 111 096 ouest. Marcus garde près de lui le journal de Morrison et le titre minier, prêt à fuir au moindre signe de danger. Castellano comprend soudain la gravité de ce qu'elle vient de faire et bondit vers elle. Il tente d'arracher le téléphone de ses mains, mais Marcus intercepte son mouvement. Il saisit une lampe de camping, la balance comme une massue improvisée et parvient à repousser l'homme. Elena continue de parler, malgré le vacarme, sa voix franchit le chaos, relayant leur détresse au service d'urgence déjà en train de dépêcher des équipes de recherche. En un instant, tout explose. Les hommes de Castellano dégainent leurs armes, et la grotte antique se transforme en un champ de bataille. Pourtant, le lieu, conçu jadis par les Espagnols pour défendre leurs trésors, devient un allié inattendu. Les passages étroits, les recoins de pierre, les alcôves sculptées forment un labyrinthe où la supériorité numérique des attaquants se retourne contre eux. Elena attrape plusieurs lingots d'argent parmi les coffres ouverts non par cupidité, mais parce qu'ils représentent des preuves tangibles ainsi que quelques artefacts religieux. Ces objets sont la clé qui pourrait transformer leur destin, à condition de survivre. Marcus, de son côté, improvise une diversion. Il déclenche la valve du réchaud de camping, libérant le gaz propane dans la chambre souterraine. En quelques secondes, une odeur suffocante envahit l'air. « Cours !» crie-t-il. Il s'élance vers l'escalier de pierre menant à la surface. Derrière eux, les cris et les menaces se perdent dans la confusion. Le gaz s'enflamme dans un grondement qui fait trembler les murs, obligeant tout le monde à battre en retraite. Lorsqu'ils émergent à l'air libre, la lumière du soir les aveugle. Le canyon, si calme le matin même, semble désormais un piège mouvant d'ombre et de poussière. Les falaises projettent des silhouettes allongées qui leur offrent un maigre abri. Ils courent vers l'entrée de la vallée, haletant, le cœur battant à tout rompre. Mais leur espoir s'éteint net lorsqu'ils aperçoivent le pick-up Ford. Les pneus ont été lacérés, le moteur démonté, un amas de métal inutile au milieu du désert. Castellano avait tout prévu. Sans véhicule, ils sont prisonniers d'un territoire qui peut tuer en moins d'une journée ceux qui s'y perdent sans eau ni abri. Elena rallume le téléphone satellite. Ici Elena Rodriguez, dit-elle, haletante. Notre véhicule a été saboté et nous sommes poursuivis à pied. Nous avons besoin d'assistance immédiate. Le signal grésille, couvert de parasites, mais la voix du répartiteur finit par se frayer un chemin, les secours sont en route. Des hélicoptères du shérif, des unités de recherche, même des agents fédéraux spécialisés dans les crimes sur terre publique. Pourtant, ils sont encore à plusieurs heures de distance. Elena et Marcus devront survivre seuls jusqu'à leur arrivée. Derrière eux, les voix des chasseurs résonnent. Les professionnels sortent de la caverne, l'équipement braqué vers le désert. Leurs appareils de repérage, leurs viseurs nocturnes et leur endurance font d'eux des prédateurs. Mais Elena connaît un secret, le journal de Morrison contient des cartes détaillées du réseau de canyons. Des chemins oubliés, des tunnels naturels qu'aucun GPS moderne ne répertorie. Par ici, souffle-t-elle à Marcus. Si on suit le ravin, on peut atteindre la gorge principale avant la nuit.
Ils s'engagent dans le passage étroit. Le sol rocailleux déchire leurs chaussures, les parois transpirent la chaleur accumulée durant la journée. Pourtant, l'endroit les protège. Les canyons profonds déforment les sons, les voix de leurs poursuivants se répercutent dans toutes les directions, rendant difficile toute localisation précise. Le téléphone satellite reste allumé, émettant leur position en continu. Ce petit appareil est désormais leur fil d'Ariane, leur seul lien avec le monde extérieur. Mais la batterie diminue rapidement. Elena la surveille, chaque barre de charge disparaissant comme un battement de cœur perdu. En fouillant dans les sacs abandonnés près des véhicules de Castellano, Marcus découvre du matériel professionnel, des tentes ultralégères, des radios, des cartes topographiques détaillées. Il comprend que cette expédition n'est pas un simple coup de hasard. Castellano dirigeait une véritable opération, probablement connectée à un réseau international de trafiquants d'antiquités. Ces preuves, si elles parviennent un jour aux mains des autorités, pourraient tout changer. Mais pour l'instant, il ne s'agit plus de justice, il s'agit de survie. Le soleil disparaît derrière les crêtes, peignant le ciel d'un rouge sanglant. Le désert se transforme, le jour brûlant cède la place à un froid mordant, et chaque ombre devient une menace. Elena et Marcus avancent à pas mesurés, suivant les contours familiers des cartes de Morrison. Par endroits, ils retrouvent les marques gravées par les explorateurs espagnols, des croix, des flèches, des symboles religieux. Des traces d'un passé qui semble vouloir les guider encore une fois. Au loin, un bruit de moteur retentit. Pas celui des secours trop tôt. Ce sont les véhicules tout-terrain de Castellano, contournant la vallée pour leur bloquer la sortie. Elena s'arrête, le souffle court. On ne peut pas les distancer, murmure Marcus. Pas sur ce terrain. Elle observe le ciel. Les premières étoiles apparaissent. Puis une idée lui traverse l'esprit. Le temple des falaises, tu te souviens du dessin dans le carnet? L'entrée secondaire, près du ruisseau asséché. Marcus comprend aussitôt. Il se dirige vers ce point, glissant entre les rochers, profitant de l'obscurité. Derrière eux, les lampes des poursuivants balaient la nuit comme des serpents de lumière. Ils atteignent enfin une cavité étroite, presque invisible à l'œil nu. À l'intérieur, la fraîcheur est saisissante. Des fresques effacées décorent encore les murs, des scènes religieuses peintes par les missionnaires espagnols, mêlées à des symboles indigènes. Morrison avait eu raison, ce lieu servait autrefois de sanctuaire secret. Il s'abrite dans le silence. Le téléphone, posé sur une pierre, continue d'émettre son signal. La batterie faiblit, il ne reste qu'une lueur rouge. Elena ferme les yeux un instant, priant pour que le signal atteigne les secours avant de s'éteindre. Au dehors, les voix des hommes résonnent à nouveau. Castellano hurle des ordres, furieux de perdre sa proie. Puis, un grondement lointain fend la nuit. Le battement régulier des pales d'un hélicoptère. Les secours approchent. Les faisceaux lumineux des lampes torchées s'agitent, la confusion s'installe. Castellano tente de fuir, mais des projecteurs puissants illuminent la vallée entière. Des véhicules du shérif surgissent sur la route poussiéreuse, suivis de 2 hélicoptères fédéraux. Les ordres criés dans les haut-parleurs brisent le silence du désert. Elena sent ses jambes fléchir sous la tension. Elle serre la main de Marcus, leurs doigts, couverts de poussière et de sang, se joignent dans un mélange d'épuisement et de soulagement. Lorsque les agents les trouvent, recroquevillés dans le sanctuaire, leurs visages sont pâles mais leurs regards vivants. Autour d'eux, les preuves de leur incroyable aventure s'étalent, les artefacts coloniaux, le journal de Morrison, le titre minier. Tout ce que Castellano espérait s'approprier est désormais entre les mains de la justice. Au lever du jour, tandis qu'on les transporte en sécurité vers Phoenix, Elena regarde une dernière fois les montagnes de la superstition. Dans cette lumière dorée, elle semble moins menaçante, presque bienveillante. Ce qui avait commencé comme un pari désespéré, un simple achat lors d'une vente aux enchères de garde-meubles s'est transformé en un combat pour la vérité, pour la mémoire et pour la vie. Elle ferme les yeux, épuisée mais en paix. Le trésor espagnol, celui qu'ils avaient tant cherché, n'est plus seulement fait d'argent et d'or. Il est désormais gravé dans leur histoire une histoire de courage, de foi et de survie dans l'un des déserts les plus impitoyables d'Arizona. Le vrombissement des hélicoptères résonne à travers le canyon, 3 heures après la transmission d'urgence d'Elena. Leurs pales frappent les parois rocheuses, projetant un écho de délivrance et de tension mêlée. Dans les airs, les équipes de recherche et de sauvetage convergent vers les coordonnées GPS envoyées par le téléphone satellite. Au sol, dans une anfractuosité dissimulée entre des blocs de pierre marqués de symboles coloniaux espagnols,
Elena et Marcus se tiennent recroquevillés, épuisés mais vivants. Ils viennent d'échapper de justesse à la traque implacable de Castellano et de ses hommes, à travers un désert devenu un labyrinthe de pièges et de vertiges. Les premiers agents du shérif descendent en rappel depuis les hélicoptères, leurs bottes heurtant le sol dans un nuage de poussière ocre. Leur approche méthodique, leur équipement tactique et leur coordination sans faille témoignent de la gravité de l'intervention. Quelques minutes plus tard, des agents fédéraux rejoignent la scène, conscients que les crimes commis sur des terres publiques impliquant des artefacts archéologiques relèvent de juridictions multiples. Elena sort de sa cachette, les mains bien visibles, tenant précieusement le journal de Morrison et l'acte de concession minière prouvant la légitimité de leur présence sur le site du trésor. Ces documents deviennent aussitôt des pièces maîtresses de l'enquête. Les autorités doivent désormais distinguer entre des chercheurs honnêtes et des chasseurs de trésors criminels prêts à tuer pour leur découverte. « Je suis Elena Rodriguez, c'est moi qui ai passé les appels d'urgence », déclare-t-elle d'une voix ferme au lieutenant du shérif, une femme au visage buriné nommée Sarah Martinez. Depuis 12 ans, Martinez sillonne les montagnes de la superstition, ramenant des randonneurs perdus, des touristes blessés et parfois des rêveurs partis chercher la fortune dans le désert. Mais jamais elle n'avait rencontré une affaire pareille, une véritable découverte archéologique mêlée à une tentative de meurtre. Marcus, haletant, ajoute des précisions sur la bande de Castellano. Les agents fédéraux examinent les preuves accumulées, des lingots d'argent, des reliques religieuses, des documents coloniaux. L'un d'eux, le docteur James Whitfield, expert en crimes liés au patrimoine, observe avec admiration les artefacts. Ces lingots semblent authentiques. Les marquages et la composition métallique sont typiques des opérations minières espagnoles du milieu du XVIIIe siècle. Rapidement, le trésor devient un véritable lieu de crime. Des photographies sont prises, des relevés effectués, tandis que des archéologues s'efforcent de préserver le contexte historique que les hommes de Castellano auraient irrémédiablement détruit. Les transmissions d'Elena, enregistrées en temps réel, fournissent des preuves accablantes, menaces, aveux, références à d'autres chasseurs de trésors disparus dans des circonstances similaires. Le dossier dépasse largement le simple vol, il s'agit d'un réseau criminel organisé. Pourtant, Castellano et ses complices ont déjà disparu dans les étendues désertiques, abandonnant véhicules et matériel pour s'évanouir à pied dans la nuit. Ils connaissent ce territoire mieux que quiconque, et cette maîtrise pourrait leur offrir un sursis avant leur capture. Pendant ce temps, Whitfield feuillette le journal de Morrison, les yeux écarquillés devant la précision et la rigueur du défunt historien. « Ce travail est d'une valeur inestimable », murmure-t-il. Morrison n'était pas un rêveur en quête d'or, mais un chercheur rigoureux dont les notes respectent les normes scientifiques les plus élevées. Grâce à lui, la frontière entre chasse au trésor et recherche historique s'efface. Mais la situation juridique s'annonce complexe. Les trouvailles réalisées sur des terres publiques appartiennent en principe à l'État, pourtant Morrison détenait des droits miniers légitimes. Ces nuances juridiques devront être débattues devant un tribunal. Elena présente alors un contrat d'acquisition muséale que Morrison avait préparé avant sa mort, un cadre légal prévoyant la cession d'éventuelles découvertes à des institutions publiques, afin d'en garantir la conservation et l'étude scientifique. Il voulait que l'histoire soit préservée, pas vendue aux plus offrants, explique Elena aux agents rassemblés. Ce contrat protège à la fois la valeur historique et le travail de recherche. Ainsi, les Rodriguez pourraient recevoir une compensation financière tout en s'assurant que les artefacts rejoignent les musées et les universités pour études. Whitfield recommande aussitôt de sécuriser le site, désormais considéré comme d'importance nationale. La grotte, avec ses artefacts intacts et ses couches de sédiments, constitue une archive vivante de l'histoire coloniale espagnole dans le sud-ouest américain. Quand le soleil décline derrière les montagnes, projetant une lumière rougeoyante sur la vallée, Elena comprend que leur aventure dépasse désormais la simple survie. Leur pari de $400, risqué et désespéré, vient de révéler une page oubliée de l'histoire de l'Arizona. Ils ont transformé un acte de foi en contribution durable au savoir humain. 18 mois plus tard, Elena Rodriguez se tient dans le hall du musée d'histoire de l'Arizona. Devant elle, une vitrine de verre renferme les objets découverts dans la vallée secrète, des lingots d'argent frappés du sceau royal, un médaillon religieux, et le livre de prière du père Garcés. L'exposition s'intitule « Trésor perdu de l'Arizona coloniale espagnole ». Le contrat préparé par Harold Morrison, désormais baptisé Collection Morrison, a permis de légitimer toute l'opération. Ce cadre juridique a transformé Elena et Marcus, de simples travailleurs précaires, ils sont devenus des figures respectées du monde archéologique. Leur accord avec la Société historique de l'Arizona leur a rapporté plus de $2 millions,
tout en assurant la préservation scientifique des artefacts. Marcus dirige aujourd'hui leur entreprise, Rodriguez Historical Research Service, installée dans un bureau lumineux du centre de Phoenix. Leur mission, aider d'autres chercheurs amateurs à respecter les lois et les méthodes scientifiques. Leur société forme un pont entre la passion populaire et la recherche académique, afin d'éviter que d'autres ne tombent dans les travers criminels de Castellano. Elena, quant à elle, a repris ses études. Inscrite en master d'archéologie du Sud-Ouest, elle travaille à temps partiel au musée en tant que spécialiste de l'histoire coloniale espagnole. Sa thèse porte sur l'expédition qui avait enfoui ce trésor, reconstituant pas à l'aide du journal de Morrison et de leur propre découverte, le destin des hommes qui avaient traversé le désert 3 siècles plus tôt. Leur mère, Carmen, vit désormais dans une maison paisible au nord de Phoenix. Grâce à leurs revenus et à l'assurance santé qu'ils lui ont offerte, elle a retrouvé sérénité et dignité. Pour la famille Rodriguez, cette réussite représente bien plus qu'une fortune, c'est la preuve qu'une vie peut être reconstruite avec foi, persévérance et intégrité. Dans le bureau de Marcus, une plaque encadrée attire l'œil, leur licence officielle d'opérateur en recherche historique. Ce document symbolise la reconnaissance d'un rêve devenu profession. Ils ne sont plus des chasseurs de trésors, mais des chercheurs accrédités, travaillant sous supervision scientifique. Morrison, quelque part, aurait souri, son héritage vit à travers eux. Quant à Victor Castellano, il n'a pas échappé à la justice. Capturé au Nouveau-Mexique, il a été inculpé pour vol archéologique et agression armée sur des terres fédérales. Les preuves fournies par Elena et Marcus aux enregistrements satellites, témoignages, artefacts saisis ont permis de démanteler un vaste réseau de trafic d'antiquités. De son côté, Elena a mis en lumière un fait fascinant, leur découverte n'était qu'un fragment d'un ensemble bien plus vaste. Dans les années 1750, plusieurs expéditions espagnoles avaient dissimulé des richesses similaires à travers tout l'Arizona, anticipant des attaques ou des effondrements coloniaux. Aujourd'hui, elle participe à des fouilles officielles visant à localiser ces caches tout en respectant les protocoles archéologiques modernes. Le fragment de carte qui avait tout déclenché repose désormais dans une salle climatisée de l'université, aux côtés du journal de Morrison. Elena y travaille souvent, entourée de documents anciens, poursuivant le fil d'une histoire que le temps n'a jamais complètement effacée. Marcus, de son côté, s'est spécialisé dans le droit patrimonial. Il conseille les passionnés de fouilles et de détecteurs de métaux, les aidant à naviguer entre les législations fédérales et locales. Son expertise empêche d'innombrables violations involontaires et protège la valeur culturelle des découvertes. Dans son bureau, derrière son fauteuil, un cadre attire souvent l'attention, la fameuse lettre anonyme, celle qui les avait d'abord terrifiés et poussés à douter de tout. Elle trône là comme un avertissement et un souvenir. Les mots de menace qui y figuraient ont fini par se transformer en symboles, le danger est réel, mais la peur ne doit pas dicter la conduite de ceux qui cherchent la vérité. Aujourd'hui, Elena donne des conférences lors de congrès sur la prospection historique. Elle répète toujours la même phrase, chaque objet trouvé est une voix du passé, notre devoir est de l'écouter, pas de la vendre. Les clubs de détection et les communautés d'amateurs l'applaudissent avec respect. La vallée cachée des Superstition Mountains, autrefois théâtre de violence, est désormais un site archéologique protégé, géré conjointement par la Société historique et les agences fédérales. Elena et Marcus y travaillent en tant que consultants, supervisant des fouilles méthodiques qui continuent de dévoiler les traces des expéditions espagnoles. Certains soirs, quand le vent chaud du désert se lève, ils reprennent la route vers l'est de Phoenix. Là, ils s'arrêtent devant le vieux centre de stockage où tout a commencé. La porte métallique du box est fermée depuis longtemps, mais dans leurs esprits, l'écho du passé persiste. Ils se souviennent de la poussière, des boîtes moisies, de la première pièce d'argent qu'Elena avait effleurée du bout des doigts. Ce jour-là, sans le savoir, ils avaient ouvert non pas un coffre au trésor, mais une porte vers la mémoire collective d'un peuple. Aujourd'hui, leur aventure inspire d'autres chercheurs. Des étudiants, des rêveurs, des historiens amateurs se lancent à leur tour, non pour s'enrichir, mais pour comprendre. Grâce aux Rodriguez, la frontière entre curiosité et connaissance s'est estompée. Et quelque part, dans le souffle du vent du désert, il semble qu'une voix chuchote encore, le vrai trésor, c'est ce que l'on découvre en soi lorsqu'on cherche la vérité.